à tous. Donc, en France, effectivement, le débat énergétique est très souvent monopolisé par l'électricité, mais il faut savoir que la transition invite également à revoir les modes de production du gaz, et notamment, dans ce cadre-là, les gaz renouvelables ont un grand intérêt, car les usages du gaz sont multiples, que ce soit pour l'électricité, le chauffage, la mobilité, ou même pour les matières premières industrielles. Donc il y avait eu la grande étude de l'ADEME en 2015 qui justement montrait la faisabilité d'un mix électrique 100% renouvelable. Et en janvier 2018, il y a eu une nouvelle étude qui a montré la faisabilité d'un mix 100% renouvelable, mais cette fois pour le gaz injecté dans le réseau. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, qui a été un peu le point de départ de cette étude. Et il faut savoir que l'ADEME, en collaboration avec GRT Gaz et GRDF, table sur environ 30% de méthanisation, 30% de power to gas. Donc le power to gas, c'est une technologie qui permet de fabriquer, de produire de l'hydrogène à partir du surplus d'électricité d'origine photovoltaïque et éolienne par rapport à la demande électrique. Il y a également 40% de pyrogazéification. Donc ça, c'est une technologie qui, en fait, permet de fabriquer un gaz de synthèse à partir de déchets ou de déchets ou de biomasse, tout simplement. Donc la méthanisation est la technologie la plus mature parmi ces trois-là. Et il faut savoir qu'on parle de méthanisation depuis assez longtemps. Déjà, lors de la conférence environnementale de 2012, il y avait un plan national biogaz qui avait été pensé, et notamment par Delphine Batho, alors ministre de l'écologie, et Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui avait fait le plan énergie autonomie azote, qui prévoyait l'installation de 1000 méthaniseurs à la ferme d'ici 2020. On supposait qu'il y aurait également 500 méthaniseurs supplémentaires à partir de déchets ménagers, de bouts de stations d'épuration ou de déchets d'origine agricole. Bon, comme on l'a dit, on a beaucoup de retard. Actuellement, on est environ à 600 méthaniseurs, dont 400 d'origine agricole. Donc il y a encore de nombreux freins qu'il va falloir surmonter. On l'a dit également, dans la loi de transition énergétique, l'objectif est de 10% en 2030. On est actuellement à moins de 1%. Donc comment lever ces freins? Quel gaz d'origine renouvelable favoriser? C'est ce que nous allons voir avec nos trois intervenants aujourd'hui. Donc tout d'abord, Patrice Geoffron, qui est rapporteur de la note et professeur à Dauphine. Laurent Paquin, élu de la FNSEA. Et Bertrand de Singly, délégué stratégie de GRT Gaz. Donc tout d'abord, je vais laisser la parole à Patrice Geoffron, qui va vous présenter brièvement la démarche du groupe de travail et les enjeux de la note. Bonsoir à tous. Très heureux de retrouver non seulement des membres du groupe de travail, des étudiants de mon université qui sont venus soit par curiosité pour le gaz, soit pour curiosité de voir leurs profs dans ce genre de contexte. Et puis, très heureux de cette mission, disons, de coordination qui m'a été confiée il y a un peu moins d'un an maintenant par la Fabrique écologique, ce qui a été pour moi l'occasion de découvrir une méthode de travail que je trouve extrêmement intéressante, puisque finalement, on n'est pas au terme de cette démarche. La note est mise en discussion et la discussion, elle commence à s'amorcer ce soir. Auparavant, il y a quand même beaucoup de travail et d'interaction, puisque ce groupe de travail, vous en avez la composition. Donc, il y a certes des opérateurs de réseau, des ONG, des sociétés de services avec une expertise dans ce domaine, des représentants du monde agricole et notamment de la FNSEA, donc une assez belle diversité, me semble-t-il, par rapport à ces questions. Et puis, pour des raisons qui m'échappent encore un peu aujourd'hui, on m'a confié cette mission de coordination. Alors, parce que je dirige à Dauphine un centre de recherche qui a une vision assez panoramique sur les problématiques de transition énergétique et, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, assez peu d'expertise dans les gaz renouvelables. Donc, c'était l'occasion pour moi de me former, même si j'ai déjà travaillé un peu avec GRDF par le passé, et d'essayer de comprendre, effectivement, et Mathieu l'a dit à l'instant, par rapport à une vision dans laquelle, en France, jusqu'à maintenant, beaucoup des attendus de la transition énergétique renvoient à des objectifs qui vont conduire à modifier le système électrique, à mettre la question des gaz à l'intérieur de cette transition,
Et puis à le faire comme on entend le faire, j'ai compris désormais dans le cadre de la fabrique, c'est-à-dire de manière didactique et accessible aux citoyens éclairés. Ce qui n'est pas nécessairement le type de littérature qui se produit autour de ces questions. Ce sont des questions extrêmement compliquées. Il y a, à cette table en tout cas c'est certain, et dans la salle probablement plus d'expertise que ce que moi j'ai pu constituer au cours de ces mois. Et on a une tripotée, une bonne vingtaine à l'heure actuelle de rapports qui ont été produits au cours de ces 10 dernières années et qui nous expliquent des tas de choses qui pour l'heure ne sont pas encore réalisées, mais en tout cas des perspectives au milieu du siècle qui me semblent devoir être considérées, mais qui présentent comme caractéristique d'être assez peu accessibles par le citoyen. Or, la caractéristique de ces projets, et notamment les projets de méthanisation dont on va beaucoup parler, c'est d'être inscrit dans des territoires et de se soumettre à des questions évidemment d'acceptabilité qui sont sans doute plus complexes que pour le photovoltaïque et assez complexes comme peut l'être par ailleurs l'éolien, et puis qui par ailleurs doivent trouver leur place dans des écosystèmes, et en particulier des écosystèmes agricoles, et notamment répondre à une des attentes un des objectifs de la loi, qui est de développer des modèles d'économie circulaire. En tant qu'économiste, moi, une économie circulaire, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je vois que la loi le définit. En revanche, lorsqu'on entre dans la définition de modèle de méthanisation, on comprend ce que peut être l'économie circulaire. Et donc voilà toutes les raisons qui nous ont conduits à travailler, et moi, tant bien que mal, à essayer de me former à la tête de ce groupe de travail. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Déjà, je suis très heureux d'avoir pu travailler avec Patrice Geoffron sur cette note. Je voulais saluer son travail parce que j'ai remarqué que ce travail de rapporteur, coordinateur, c'est un travail assez complexe, surtout avec des organisations qui ont des temps de réaction qui ne sont pas forcément identiques. Puis c'est finalement un objet où chacun, dirait, dans ses groupes, pouvait se l'approprier, mais quand il s'agit de le traduire dans une note, je dirais, compréhensible du grand public, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un travail assez remarquable que j'ai découvert aussi, puisque c'est la première fois que je participe un peu activement à des travaux de la fabrique écologique. Et puis aussi, je suis très heureux d'être avec Laurent Paquin de la FNSEA, puisque on est convaincu au sein de GRDF que la méthanisation agricole est le levier d'aujourd'hui et de demain pour développer activement les gaz renouvelables. Donc c'est extrêmement important, et je remercie finalement la composition du panel de ce soir, puisqu'elle reflète ce qu'on veut faire et ce qu'on a traduit au Salon de l'Agriculture par un partenariat avec la FNSEA. Voilà. Puis après, sur le timing de la note, je pense qu'il est vraiment excellent, puisque le débat public sur la PPE doit démarrer le lundi 19 mars. Et donc, on avait certes un certain nombre d'études qui existaient, mais d'avoir un document qui peut être... alors après le processus de relecture, mais qui après ce processus peut être versé au débat public. Je pense que c'est extrêmement intéressant. En tout cas, les échanges que moi j'ai pu avoir avec les gens qui organisent le débat public, ils étaient preneurs justement d'éléments pour le nourrir, et d'autant plus preneurs qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un risque, comme le disait Patrice Geoffron, que ces débats soient un peu orientés sur des questions d'électricité un peu classiques, et ça les intéressait effectivement d'avoir aussi des éléments gaz renouvelables pour lesquels la littérature était un peu moins nourrie. Puis dernier point, je trouve que l'articulation des enjeux entre le local et le national, c'est une articulation essentielle. Et c'est un peu la caractéristique des sujets énergétiques en France, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations, de régulations qui sont nationales, mais les projets, notamment autour du gaz renouvelable, c'est toujours des projets territoriaux ou locaux. Et donc il y a cette articulation entre les deux qu'il faut définir, et il faut arriver le juste équilibre entre qu'est-ce qui relève du national et qu'est-ce qui relève du local. Bonsoir à tous. J'aurais tendance à dire que des trois intervenants de ce soir, je suis le seul qui n'ait pas travaillé sur cette note. Donc voilà, je l'ai découverte pour partie. On avait mis les grandes compétences de la FNSEA sur ce dossier-là en envoyant Carole pour travailler dessus. Et donc c'est moi qui suis chargé de réagir un peu sur ce qu'il peut y avoir dans cette note. Donc,
voulais déjà dire que je suis tout aussi satisfait que mes prédécesseurs de la réalisation de cette note, du timing de cette note, qu'elle tombe en plein dans un débat où le gouvernement se pose un certain nombre de questions sur les moyens de faire évoluer les choses. Étant moi-même porteur d'un projet de méthanisation collective, pour la petite histoire, depuis 13 ans et qui n'est toujours pas construit, mais qui devrait démarrer au mois d'avril prochain, si tout va bien. On va croiser les doigts. On y croit. On est dans la dernière ligne droite, c'est bon, on va y arriver. Puis quand on a tenu 13 ans, on peut tenir encore quelques mois, on n'est plus à ça près. Voilà, étant sur ce type de projet, on a vraiment besoin effectivement qu'il y ait des choses qui bougent, qu'on arrête de rester effectivement sur pas le seul électrique, mais le beaucoup électrique, et qu'on arrive à développer cette filière gaz, parce que c'est par ce moyen-là qu'on valorise le mieux l'énergie qui est produite au travers du méthane qui est produit sur les exploitations. Donc, je pense qu'on reviendra dans le débat sur la suite, sur les remarques, enfin les petits manques qu'il peut y avoir, ou les petites attentions sur lesquelles on n'a pas de problème particulier avec cette note. Il y a quelques petites attentions sur lesquelles on a des choses un peu à dire. Je pense qu'on reviendra dessus par la suite, mais globalement c'est vraiment un travail, et c'est pas parce que j'ai le rédacteur à côté de moi et qui risque de me donner un coup de genou si je dis une bêtise, mais c'est un travail qui est excellent dans la manière dont ça a été fait, dans la manière dont c'est rédigé. Moi qui l'ai découvert rapidement, c'est quelque chose qui se lit très bien, qui se comprend très bien. Alors, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de travailler sur le dossier, c'est un peu plus simple dans ces cas-là. Mais c'est vraiment un travail tout à fait remarquable qui a été fait, y compris en termes de propositions. Et je crois qu'effectivement, ça va amener des choses dans le cadre du débat qu'on est en train d'avoir avec le gouvernement à l'heure actuelle. Alors très bien, on a dit beaucoup de bonnes choses sur cette note. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et Patrice Geoffron va vous présenter la situation. Alors la situation, premièrement, en gardant à l'esprit que cette finalité, même si on est probablement ce soir avec un public qui a une expertise, je pense qu'on ne se déplace pas un soir de match de foot en plus pour ce genre d'échange. Si on n'a pas un intérêt très spécifique pour ces questions. Mais en tout cas, il me semble que la première contribution et la première observation qu'on fait, elle renvoie à la place du gaz dans la transition énergétique. Et c'est important, me semble-t-il, d'avoir cet élément de débat en France, qui se pose dans des termes assez différents si on le regarde en Allemagne, si on le regarde en Italie. Et en Allemagne en particulier, on est dans des environnements où il est possible de pousser la question du gaz, notamment parce que le gaz vient en substitution avec le charbon. En France, c'est plus compliqué. Et donc, de ce point de vue, de pouvoir discuter des gaz verts, ça nous met à l'aise pour avancer sur la place du gaz dans le domaine en matière de transition. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a une palette qui est assez large d'usages pour produire de l'électricité, pour produire de la chaleur, pour la mobilité. Et donc cette plasticité, si on peut dire, ou cette palette d'usages est un élément qui est important et qui n'est pas, soyons clairs, un des éléments saillants du débat français sur la transition. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, elle renvoie un peu à ce qu'on a appelé, alors non pas dans la note, mais dans un papier annexe et qui a été publié aujourd'hui sur Actu Environnement. C'est une espèce de paradoxe français. Parce que lorsqu'on va regarder les filières, et sans parler des moins avancées qui sont au stade de la R&D, notamment la pyrogazéification, on se retrouve avec la filière du méthane et avec la filière hydrogène, avec des types de savoir-faire qui me semblent assez bien alignés avec ce qu'on sait faire en France. La méthanisation, on est quand même dans un grand pays agricole, et le fait qu'aujourd'hui on soit très très loin de ce qu'on nous annonce pour 2050. Alors effectivement, 2050 c'est loin, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des problématiques d'amorçage.
ça correspond à une série de problèmes qu'on s'est efforcé de diagnostiquer, mais qui créent plutôt de la dissonance par rapport à ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui du développement de la filière de méthanisation. On peut faire une observation qui est un peu différente pour le power to gas, disons pour la filière hydrogène, mais qui est fondée également sur le fait que pour un grand pays d'ingénieurs qui est assez fort pour faire de l'expérimentation, qu'on soit un peu en retrait de ce qu'on peut observer dans différents pays européens en termes d'expérimentation du power to gas, il me semble que là aussi on a différents actifs qu'on aurait pu imaginer d'assembler. Les éléments du diagnostic, en tout cas si on essaie de les chiffrer, mais Mathieu nous a donné les principaux termes de l'équation tout à l'heure, il y a différents types d'études qui annoncent à l'horizon 2050 la possibilité de couvrir 100% des consommations de gaz. Alors, on ne sait pas très bien 100% de quoi, hein. Mais en tout cas, 100% de la demande à cet horizon. Imaginons qu'il y ait une erreur d'un facteur 2 et qu'on ne puisse couvrir que 50%. Dans tous les cas de figure, c'est un élément majeur parce qu'aujourd'hui, on est à 1%. Donc, la problématique est de savoir comment on passe de 1% à 50% ou à 100%, à dire vrai, peu importe, et quel est l'amorçage qu'on fait aujourd'hui, étant entendu qu'à plus court terme, en 2030, on doit être à 10%, et qu'il y a par ailleurs à l'horizon de la PPE pour 2023 un certain nombre d'objectifs qui sont pas très bien engagés. Et donc, on a essayé de comprendre dans une problématique un peu plus large, qui est le défaut à l'allumage de la transition énergétique à la française, qui a été diagnostiqué tout récemment dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental, qui a été publié il y a quelques jours, et dans lesquels le diagnostic me semble quand même assez tranchant. Il y a 3 types de phénomènes qui sont évoqués. Premièrement, un phénomène comptable. On n'est pas sur la bonne trajectoire en termes de réduction des émissions. Deuxièmement, on n'a pas les bons outils de pilotage au niveau national. Et puis, troisièmement, les collectivités territoriales ne se sont pas encore saisies des outils qui sont mis à leur disposition. Et puis tout ça se double avec un défaut de financement. Il y a à peu près 20 milliards chaque année qui sont mis au service de la transition. Il faudrait, nous dit le CESE, à peu près 35 milliards. Et donc dans cet ensemble, on a un phénomène tout à fait spécifique sur le démarrage des gaz renouvelables et qu'on s'est efforcé de diagnostiquer. J'en dirai peut-être plus tout à l'heure en développant les solutions qu'on préconise, qui sont toutes des solutions orientées sur le court terme. Notre problématique n'est pas d'essayer de vérifier l'étude ADEME, GRT-Gaz, GRDF, et de telle manière à déterminer si en 2050 on va être à 100% ou à 50%. Notre problématique a été plutôt de dire plaçons-nous à l'horizon du début de la décennie. Alors ça tombe bien, la PPE est en 2023. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire de telle manière à ce qu'on ait un amorçage à cet horizon? Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure lorsqu'on sera au prochain tour de prise de parole. Mais en tout cas, notre observation, c'est qu'on est en deçà, à l'heure actuelle, de ce qu'on peut imaginer de faire en termes de méthanisation, notamment parce que lorsqu'on observe ce qu'étaient les perspectives à quelques années, on voit bien qu'on n'a pas atteint ce qu'on était censé faire. Donc il y a bien ces projets manquants en termes de réalisation, et on peut faire, pour des raisons qui sont des raisons un peu différentes, un diagnostic de retard pour ce qui est du power to gas, qui est plus difficile à diagnostiquer, évidemment, parce que là, on n'est plus totalement au stade de la R&D, mais on devrait être au stade d'une expérimentation sans doute plus avancée, notamment dans des environnements iliens, et c'est ce qu'on essaiera de dire tout à l'heure. Tout dernier élément de comparaison pour ce qui est de la méthanisation. Aujourd'hui, Mathieu l'a dit, on est avec un ordre de grandeur qui est à peu près 500 projets, enfin 400 projets en termes agricoles. L'ordre de comparaison, c'est qu'en Allemagne, on est à 10 000. Alors, effectivement, en Allemagne, on est sur un modèle qui est un modèle tout différent, dans lequel on s'autorise finalement à transformer le monde agricole et à imaginer que le monde agricole puisse se transformer et devenir au moins en partie un monde de producteurs d'énergie autour des gaz renouvelables, autour du photovoltaïque, autour de l'éolien. Ce n'est pas le choix qui a été fait pour la France. Mais enfin, en dépit de tout cela, le fait qu'on soit dans un rapport de 1 à 20 entre la France et l'Allemagne pour ce qui est du développement de la méthanisation, voilà, nous semble devoir être en tout cas un grand sujet d'étonnement, celui qu'on a essayé de formuler et de documenter à l'intérieur de
de ce document, parce qu'il n'y a pas de raison, me semble-t-il, à l'heure actuelle, que cet écart soit un écart aussi important, notamment compte tenu par ailleurs, et c'est un élément évidemment autour duquel on a été documenté par Carole qui représentait la FNSEA, où on a toutes ces interrogations sur l'évolution du modèle agricole français et sur l'évolution notamment de son modèle économique. Tout dernier élément, j'ai déjà été trop long, je devais parler 5 minutes, et il nous semble aussi qu'on minore probablement les problématiques au fil des décennies à venir, les problématiques de sécurité d'approvisionnement en matière de gaz. On est à l'heure actuelle dans un environnement où évidemment il y a du gaz partout, il y en a même sous Paris à 3 ou 4 000 mètres. Donc on est on a une perception probablement assez détendue des problématiques de sécurité d'approvisionnement en gaz à long terme. Sauf que ce long terme est un long terme qui est très indéterminé, parce que ce qui concourt à détendre le marché du gaz, c'est le GNL, notamment le GNL nord-américain. Enfin, grosso modo, si notre avenir en termes d'approvisionnement, il doit être un peu moins lié aux Russes, un peu plus lié aux Américains, etc., je ne suis pas certain que tout ça soit un avenir qui soit un avenir de nature à nous apaiser sur nos approvisionnements en gaz. Et donc, il y a une dimension qui nous paraît extrêmement importante et qui est très difficile à documenter, c'est le contenu assurantiel du gaz qui est produit chez nous. Et ce contenu assurantiel, il est très difficile à documenter parce que ça suppose d'imaginer ce que peuvent être les tensions du monde dans les décennies à venir. Mais retenons qu'il y a une valeur cachée, très difficile à chiffrer, sur ce gaz produit près de chez nous, qui peut se mesurer en termes d'emplois créés. Et là, GRDF a documenté 3000, je crois, créations d'emplois. Négawatt va très au-delà, avec 30 000 créations d'emplois à l'horizon de la fin de la décennie. Mais la valeur essentielle est peut-être ailleurs, sur la valeur assurantielle pour notre collectivité à produire du gaz chez nous plutôt qu'à l'importer. Ah oui, on a 2 micros. Juste, du coup, Laurent Paquin, si vous souhaitiez réagir, notamment, ça fait 13 ans que vous portez un projet de méthanisation. Oui. Au-delà des 13 ans de porter ce projet de méthanisation, je voudrais réagir un peu sur ce qui a été dit par mon prédécesseur, pour dire déjà que le modèle allemand ne nous fait pas rêver. Enfin, nous, les agriculteurs français, ce n'est pas le modèle de méthanisation qui nous fait rêver. Au risque de provoquer un peu dans la salle et à cette table, la méthanisation, c'est la première chose pour nous. L'intérêt, ce n'est pas l'énergie. Même si c'est un intérêt important en termes d'économie. On parlait de l'autonomie énergétique tout de suite. Pour nous, c'est une autonomie en fertilisant. C'est des moyens de récupérer de l'azote organique. C'est des moyens azote organique plutôt que de l'azote minéral qui coûte très cher à produire et qui consomme énormément d'énergie. C'est des moyens de récupérer du phosphore, de la potasse, avec des mines de phosphore et de potasse qui s'appauvrissent de plus en plus dans le monde. Donc c'est des éléments nutritifs indispensables pour nos plantes, pour nos cultures, sur nos exploitations. Et c'est quelque chose pour nous qu'il est important de bien maîtriser, parce que sinon ça aura des conséquences économiques sur nos exploitations. C'est également un outil merveilleux pour faire de l'agronomie sur nos exploitations. De diminuer les produits phytosanitaires et l'utilisation des produits phytosanitaires. Parce qu'on peut avoir un certain nombre de plantes qui ont un intérêt agronomique, qui n'ont pas forcément un intérêt alimentaire, mais qui peuvent avoir un intérêt agronomique pour lutter contre des insectes, pour lutter contre un certain nombre d'adventices, pour faire un travail du sol qui évite de travailler les sols avec des outils consommant beaucoup trop de fuel, donc diminution des gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus large que la simple économie. Et au niveau de la profession agricole, on le raisonne plutôt de cette manière-là et de manière globale, plutôt que seulement basé sur l'énergie. On ne veut pas être seulement des producteurs d'énergie, on veut que ça soit
une partie de nos exploitations et un complément de nos exploitations qui apporte un plus complètement intégré dans les exploitations et pas complètement à côté de nos exploitations sur le dossier là. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît important, essentiel de bien comprendre. Ce qui fait que ça nous amène à avoir quelques inquiétudes, notamment sur un certain nombre de simplifications. Il y en a une qui est évoquée en particulier, qui est la simplification sur l'épandage des digestats. Si celle-là, ça pouvait être la dernière, ça nous arrangerait bien. Pourquoi ? C'est pas qu'on aime se compliquer la vie pour épandre du digestat, c'est que simplement, si demain on facilite trop les choses en termes de digestat, aujourd'hui on a encore la maîtrise de la méthanisation parce qu'on a la maîtrise de l'épandage de ce qui sort derrière. Et qu'on n'est pas obligé de passer par des plans d'épandage. Si on ne passe plus par ça, ça veut dire que demain, on peut créer des Leclerc de la méthanisation. Et on a déjà assez du Leclerc de l'alimentation. On ne va pas créer le Leclerc de l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans les projets, on a une difficulté à monter les projets financièrement. On peut très bien avoir des gens qui ont des moyens financiers, qui viennent pour faire de la méthanisation, qui récupèrent gentiment nos effluents d'élevage en disant « Attendez, on va vous les traiter gratuitement, on vous fait ça sympathiquement. Mais comme la méta, ça ne paye pas vraiment bien, il va falloir que vous rachetiez l'engrais qui est dans le digestat derrière et que vous le payez très cher. Donc on va leur donner nos effluents d'élevage qu'on avait déjà sur nos exploitations et racheter ce qui viendra derrière. On ne la sent pas très cool en termes financiers là-dessus. Donc c'est pour ça que sur cette partie-là, autant sur ce que j'appelle la cascade administrative, en fait, quand vous montez un projet de méthanisation, vous traitez un problème avec une administration et seulement après, vous pouvez entamer le problème avec l'autre administration. Mais tout ça, c'est des délais qui se cumulent, parfois qui durent un peu plus longtemps que prévu parce que c'est compliqué. Dans les administrations départementales, il n'y a personne qui connaît bien la méthanisation. Alors quand on ne connaît pas bien, on fait très attention. On est très précautionneux parce qu'un fonctionnaire, ça ne veut pas faire de bêtises et on le comprend. Enfin, ce n'est pas une critique vis-à-vis des fonctionnaires qu'on comprenne bien les choses. Mais tout ça fait qu'accentuer les choses, complexifier les choses et qui fait que vous vous retrouvez 13 ans après à continuer à essayer de mettre en place votre... Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Je pourrais vous faire un roman, on ne va pas y passer la soirée là-dessus, sur les 13 ans de ce projet-là. Mais il y a beaucoup de ça quand même. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît. On vient d'avoir le permis de construire. Pour avoir la possibilité de raccordement, il faut 3 mois à Enedis pour traiter le dossier. Et je ne pouvais pas demander le raccordement tant que je n'avais pas le permis de construire. Donc voilà, c'est toujours 3 mois qui sont repris. Puis après, il va encore y avoir quelque chose, on ne se fait pas d'illusions. De toute façon, quand vous cherchez des ennuis, vous faites un projet de méthanisation, vous êtes sûr d'en trouver. Ce n'est pas un souci, ça marche très bien de cette manière-là. Et il n'y a pas que la méthanisation, mais la méthanisation particulièrement, parce que vous travaillez de la biologie, de l'administration, du réglementaire, et là, vous les cumulez quand même sacrément. On a un métier qui est jamais simple, hein. On travaille avec la nature, donc tous les matins, on remet le métier sur le tapis. Aussi complexe que ça, je crois que j'ai jamais eu de projet j'ai 53 ans aujourd'hui, je crois que j'ai jamais eu de projet aussi compliqué à mener que ce projet-là. Ça l'empêche pas d'être intéressant, motivant. C'est quelque chose qui permet d'apporter un plus sur les exploitations, donc on y croit vraiment, sinon on n'aurait pas continué. Mais j'avoue que parfois ça agace. Alors que pense le gestionnaire de réseau des gaz renouvelables ? Peut-être je voulais peut-être en rebond, souligner qu'effectivement le paradoxe, c'est que le gaz renouvelable est souvent appréhendé dans le système comme un sujet purement énergétique. Or, le sujet déchets et le sujet digestat est un sujet essentiel. Et dans les modes, en tout cas de régulation, ils ne sont pas conçus pour appréhender la globalité des enjeux déchets, digestat, énergie. Je ne dis pas qu'il faut aller dans ce sens-là parce que la régulation est déjà suffisamment complexe. Elle a le mérite finalement d'être d'être encore relativement simple sur le seul sujet énergétique. Donc, mais on voit bien que la différence sur ce point-là entre l'électricité renouvelable au sens, si vous prenez du photovoltaïque et de la méthanisation, c'est pas du tout le même objet. Les services sont pas les mêmes et la grille d'analyse ou la grille de lecture
est parfois interprété dans le débat public de la même façon. On donne des coûts, on compare des mégawattheures. Un méthaniseur, c'est pas uniquement un mégawattheure. Donc, on voit un certain nombre de comparaisons entre le coût du photovoltaïque et le coût de la méthanisation agricole. Il me semble que la seule comparaison fait pas forcément de sens, tout comme la comparaison d'électricité d'une énergie intermittente et une qui ne l'est pas ne fait pas forcément de sens. Donc il y a vraiment une spécificité très très forte qui est peut-être un peu différente d'ailleurs pour les autres filières pyrogasification et power to gas, mais pour la méthanisation c'est le cas. Moi, je voudrais reprendre le sujet valeur assurantielle, mais en dévoyant un peu l'expression. Dans le système économique pour un gestionnaire de réseau, de distribution en France, donc le réseau, il appartient à la collectivité locale. Il est construit et financé par le gestionnaire de réseau qui le remet au terme d'une concession perpétuelle à la collectivité, mais dans les faits, la propriété est la collectivité. Donc la responsabilité du gestionnaire de réseau, c'est de placer et d'entretenir les infrastructures de façon la plus efficiente. Aujourd'hui, dans le modèle économique régulé, quand on tire un tuyau, il est amorti sur 45 ans. Donc on est en 2017, donc c'est-à-dire que 2018, les tuyaux qu'on met en 2018, on finira de les amortir en 2062. Donc avoir une vision sur où on veut aller, pas forcément savoir exactement comment on va y aller, mais savoir où on veut aller et de savoir qu'il y a une acceptabilité de la société sur où on veut aller, c'est extrêmement important. Parce que, nous, on est incapable de dire chez GRDF ce que sera la proportion de gaz renouvelable en 2062. Enfin, on sait qu'elle sera fortement supérieure à 1. Est-ce qu'elle sera proche de 100 on l'espère, mais on ne sait pas. En tout cas, il faut bien le paradoxe dans lequel on est, c'est qu'on est en train de concevoir des ouvrages qui vont arriver ou qui seront sans doute encore en service dans un monde qui sera très très renouvelable. Donc on a besoin de comprendre collectivement où va-t-on. Est-ce que, on parlait tout au départ de l'étude ADEME des 30%, des 40 et 30, est-ce que ça va être un peu ça? Donc est-ce qu'il faut qu'on imagine ce monde avec 30% de méthanisation agricole? Donc, et comment on le construit dès maintenant. Donc ça, on a besoin de le comprendre. On n'est pas seul et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et puis après, il y a aussi, dans le gestionnaire de réseau, il y a une partie des potentiels agricoles qu'on ne pourra pas aller chercher directement. Donc soit il faudra le faire, et c'est dans la note, avec des méthodes de gaz porté. C'est-à-dire que le gaz va être produit à la ferme et après, il va être transporté sur une courte distance, mais jusqu'à un point réseau. Soit dans certains cas où le réseau de gaz est vraiment trop loin, il y aura des valorisations comme la valorisation électrique. Donc là, on a besoin d'avoir un certain partage pour savoir qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus acceptable pour pas se lancer dans des projets où on se rendrait compte que c'était pas pertinent d'un point de vue je dirais économique, parce que on a une régulation qui est très économique, mais à la fin, faut comprendre que le consommateur, il va payer ce qui a été fait par les producteurs, par les gestionnaires de réseau. Quelqu'un paye à la fin. Donc, de toute façon, est-ce que c'est le contribuable, le citoyen ou le consommateur? Donc, nous, on essaie sur notre périmètre de s'assurer que ce qu'on fait, même si on est en monopole, on le fait de façon la moins coûteuse pour la collectivité. Je voulais juste peut-être rajouter un dernier mot. Donc normalement, on devrait démarrer au mois d'avril de l'injection d'hydrogène en dilution à côté de Dunkerque. Donc là, c'est aussi pour explorer le power to gas. Comme l'a dit Patrice, on est plutôt en retard par rapport à d'autres pays européens, notamment, je pense, à l'Allemagne ou à l'Autriche. Après, il faut savoir que toutes ces règles, c'est des réglementations nationales. Donc ce n'est pas parce que vous avez un projet qui tourne en Allemagne qu'on peut automatiquement le faire en France. Donc là, au-delà on a aussi des enjeux réglementaires pour être en capacité de faire en toute sécurité l'injection d'hydrogène dans les réseaux. Alors, à ce stade, est-ce que vous avez déjà des questions? Il y a un micro dans la salle? Ouais. On va prendre 3-4 questions déjà. Oui, il y a une diffusion sur Facebook. Oui, bon,
Pardon, oui. Oui, merci. Anne Laborie, juste une petite question. Est-ce que vous pourriez définir ce que vous appelez les gaz renouvelables? On a parlé de biogaz, on a parlé d'hydrogène. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a... c'est un petit peu plus large? Voilà, juste un point de définition pour bien comprendre le débat de ce soir. Je n'ai pas eu le temps de lire la note, donc excusez-moi pour cette question un peu basique. Oui, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais c'est plutôt un témoignage qu'une question. Donc, je m'appelle Serge Defaille. Je travaille depuis 40 ans sur les valorisations énergétiques et agronomiques de la biomasse. J'ai fondé donc l'association Biomasse Normandie, qui a 20 collaborateurs permanents et qui travaille depuis 35 ans sur le sujet. Et j'ai en notre actif quelques centaines de chaufferies boires d'eau de chaleur et quelques dizaines d'unités de méthanisation. Je dois dire que je suis un peu quand même, je tombe un peu du cul quand je vois vos chiffres, quoi. Alors c'est un travail de prospective que je respecte et qu'on peut discuter. Je suis beaucoup plus contrarié et scandalisé par la campagne de communication de Gaz de France qui annonce 100% de gaz vert à l'horizon 2050. Comme disait Keynes, dans le long terme on sera tous morts, donc personne ne sera là pour critiquer cette campagne de communication en 2050. Mais quand on s'est opposé comme Gaz de France pendant 25 ans à l'injection du gaz dans le réseau avec une mauvaise foi évidente, et que c'est grâce à nos amis de Solagro à Toulouse, Christian Couturier, Pierre Labéry, je les cite, parce qu'ils ont du courage, Antoine Jacob, qui se sont battus autour de la décharge de Montèche pour faire admettre à Gaz de France l'injection dans le réseau. Le gaz biologique avait tous les défauts, il était sale, il avait de l'hydrogène sulfuré, il n'était pas épurable, etc. Comme si le gaz de lac était propre, soit dit en passant. Donc moi, ces chiffres-là, ça me surprend beaucoup, parce qu'on a un défaut dans ce pays, c'est toujours annoncer des objectifs pharaoniques. Alors, depuis 40 ans, moi j'ai vu des plans soleil, des plans climat, des plans ceci, des plans cela. Tous les ministres à l'annonce, ils ne sont jamais atteints. On ne se donne jamais les moyens de les atteindre, on ne se donne jamais les outils pour les atteindre, et on n'évalue jamais les raisons pour lesquelles on ne les a pas atteints. Alors aujourd'hui, les chiffres, ils sont simples. On a 450 TWh de consommation de gaz naturel. C'est considérable. On injecte dans le réseau... pas 1%, 1 pour 1000 actuellement, sur les 40 installations de nos besoins, quoi. Les objectifs qui sont posés mélangent deux choses. D'abord, il y a une technologie qui est mature, qui est la technologie de la méthanisation. Il y a des technologies qui sont au stade de la R&D depuis 40 ans ou 50 ans, qui sont la gazéification et la transformation thermochimique de la biomasse, et sa transformation éventuellement en méthanol ou en méthane. Et le power to gas, même chose. Est-ce qu'il y a une unité industrielle en Europe qui fonctionne sur ce modèle? Je n'en suis pas sûr. Donc on ne peut pas cumuler des choses qui sont au stade relativement avancé et des choses dont on ne saura pas. Quand j'étais au congrès de Brighton en 81, il y avait un universitaire qui annonçait la gazéification thermochimique pour l'année suivante, en 81. Tous les pilotes industriels en Europe, à Warnamo avec EDF, à Gössing en Autriche, avec les Autrichiens qui sont très en avance, avec la Shell au Brésil, n'ont pas abouti. Donc ne mélangeons pas effectivement ce qui est l'ordre de la faisabilité à court et moyen terme et de ce qui est de la recherche-développement à moyen et long terme. Et par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est qu'on connaît tout à fait les objectifs de valorisation de la biomasse depuis 40 ans. Ça a été posé par des grands chercheurs qui sont Philippe Chartier, qui est un grand directeur scientifique de l'ADEME. Il était directeur du département de bioécologie de l'INRA. Il a fait un projet Alter avec Dessus, avec Matarazzo, avec Courrèges. La biomasse, et les chiffres n'ont pas changé, c'est 40 millions de tonnes d'équivalent pétrole dans l'objectif maximum. 10 millions de biomasses forestières existantes, 10 millions de biomasses forestières qui ne sont pas exploitées, 10 millions de biomasses agricoles, dont une grande partie fermentescible, et 10 millions de cultures énergétiques, à condition d'y consacrer 7 millions d'hectares de taillis à croissance rapide et haute culture énergétique. Donc, on sait très bien que toutes les biomasses agricoles de France et de Navarre, il faudrait les chercher dans le dernier élevage du Massif central, ne peuvent pas aller au-delà de 100 millions de tonnes d'équivalent pétrole, de 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole pour le biogaz. 100 millions à peu près de déchets organiques, agricoles, agroalimentaires. Il faut savoir qu'il faut aller les récupérer. La vache que vous avez vue la vache au braque que vous avez vue sur les salons, celle-là, elle produit, comme toutes les vaches de France et de Navarre, 40 tonnes de fesses et d'urine. Mais elle ne les produit pas dans une stabulation tous les jours. Elle est les 3/4 du temps au champ, celle-là. Et si on va vers une agriculture moins extensive, plus durable et plus écologique,
on aura peut-être moins d'élevage industriel et moins d'élevage hors sol. C'est là qu'on a le gisement actuellement, le plus important. Donc méfions-nous des chiffres. Moi, je crois qu'il est très imprudent. Il faut être très ambitieux, il faut être très volontariste. Je le suis, je ne travaillerai pas depuis 40 ans sur ce sujet si je n'étais pas. J'ai mis, monsieur, pour vous rassurer, 23 ans à monter un réseau de chaleur à Caen. Donc vous êtes bon, à 13 ans, vous êtes très bon. Il n'est pas fait encore, moi. Il n'est pas fait encore, oui, il existe. À Lisieux, 18 ans, mais attention des chiffres, mettez des bémols quand même dans votre étude, parce que franchement, afficher des choses qui sont pas qui sont peu probables quand même, c'est quand même un peu dangereux, et ça coupe plutôt les gens, des gens qui sont sur le terrain, qui ont tant de difficultés à monter aujourd'hui un projet. Patrice Geoffron vous répondra. On va prendre une troisième question et après on refera un tour. Bon, je vous remercie. Au niveau du modèle économique de financement, Monsieur Paquin, vous avez parlé de l'avantage biologique du biogaz. Est-ce qu'on envisage un financement conjoint entre les politiques énergétiques et agricoles? Actuellement, la PAC est en cours de reformation. On parle d'inciter les pratiques écologiques. Est-ce qu'on pourrait envisager, et j'adresse ma question également à Monsieur de Singly, est-ce que ça intéresserait les industriels qu'il y ait un cofinancement de ces technologies-là par la politique agricole commune pour leur intérêt biologique? À charge ensuite à la politique énergétique de financer le complément. Peut-être commencer à répondre à monsieur pour préciser ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc nous, on n'a pas produit une étude, peut-être Bertrand. Est-ce que l'étude que vous avez évoquée, les chiffres sont une étude conjointe de l'ADEME, de GRT Gaz et de GRDF? Nous, ce qu'on dit dans notre note commune et dont j'ai repris l'essentiel, c'est que moi, par rapport à ça, je suis totalement agnostique. J'ai aussi ma part de cheveux blancs, donc des études produites il y a 15 ans et qui ne se sont pas réalisées, j'en ai vu des tonnes. Je dis simplement, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la note, il y a une palette de prévisions à l'horizon 2050 qui disent qu'on aura plausiblement entre 50% et 100% de gaz renouvelable. Je suis incapable de dire si ça va se réaliser. Je dis, et c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, que si simplement on va à 50%, ou même si on allait qu'à 30%, de toute évidence, on est en présence d'un phénomène majeur, premièrement. Deuxièmement, et la réalité d'aujourd'hui, c'est celle sur laquelle on a essayé de travailler, de fait, on en est très loin. Et on n'a pas les conditions de réalisation en 2023 de la PPE, et a fortiori, on est très loin de ce qui peut se réaliser des objectifs de 10% en 2030. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été non seulement très prudent, puisqu'on a présenté la palette de ce que sont les études, et la plupart d'ailleurs impliquent l'ADEME à l'horizon 2050. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce groupe de travail, on est parvenu à faire discuter Christian Couturier, que vous évoquiez, qui en fait partie, des gens de GRT Gaz et de GRDF. Donc, j'allais dire, entre ce que vous appeliez Gaz de France et voilà, ça va bien, et on a pu discuter. Et encore une fois, il n'y a pas eu d'opposition à cet égard, notamment parce que Négawatt a à l'horizon 2050 ses propres perspectives, et qui sont aussi, me semble-t-il, qui vont plutôt vers du 100%. Donc nous, on ne s'est pas positionné par rapport à ça. On dit pourquoi pas, mais de fait, ça ne correspond pas à ce qu'on observe aujourd'hui. Et voilà, même s'il ne faut pas insulter l'avenir. Peut-être un mot, et je laisserai ensuite la parole, madame, par rapport au type de gaz. Alors, j'ai compris, donc j'ai partagé avec vous ce que j'ai compris, qu'il faut distinguer deux choses. Les gaz qu'on produit, donc les gaz, c'est du méthane. Donc le méthane, c'est le gaz naturel qu'on utilise et qui est du gaz fossile pour l'essentiel. On produit également de l'hydrogène, mais alors où ça devient compliqué, c'est qu'avec l'hydrogène qu'on a produit, en le recombinant avec du CO2, on peut reproduire du méthane via la méthanation. Et puis on a été approché également par des gens qui font du GPL et qui nous ont dit attention, nous on peut produire du propane, du biopropane. Voilà. Donc on peut produire toute une série de gaz. L'essentiel, me semble-t-il, en tout cas à court terme, notamment pour les raisons de maturité des filières, c'est la question du méthane. Donc quel type de production peuvent venir en substitution au gaz fossile qu'on importe par ailleurs, et dans quelle quantité. Donc aujourd'hui, cette quantité, elle est dans l'épaisseur du trait. Et puis, à plus long terme, dans quelle mesure de la production de méthane ou de la production d'hydrogène ou de la production de méthane qui sera passée
par l'hydrogène et donc par l'électrolyse peut permettre de produire du méthane via le power to gas. Et donc là, dans une optique qui est notamment une optique de stockage intersaisonnier d'une électricité renouvelable et variable qui serait excédentaire l'été et qu'on pourrait à ce moment-là reporter pour une utilisation l'hiver. Oui, deux, trois éléments, puis je vais répondre à la question sur la PAC. Les objectifs. Je suis comme vous, j'ai jamais vu un objectif qui était atteint, moi. Donc, mais pas seulement sur l'énergie, hein, en agriculture, enfin dans tous les domaines. Ils ont un avantage, les objectifs. Ils fixent un cap. Et ce qu'on a aussi besoin au niveau des agriculteurs, c'est de savoir où on va. Ce qu'ont besoin de savoir les agriculteurs, c'est si vraiment il y a un projet qui veut développer la méthanisation ou pas. Parce qu'on ne se lance pas dans des projets pour 3, 4, 5, 10 ans si on n'est pas sûr qu'au bout, ça continue et que ça y aille. Donc l'intérêt que je vois, moi, ce genre de projection, c'est ça. Après, combien on fera, il y a toujours un risque avec les paysans, c'est quand on leur fixe un objectif, ils le dépassent toujours. C'est le seul risque qu'on a avec eux. On l'a connu avec l'alimentation. Quand on est sorti de la guerre, on leur a dit l'autosuffisance. Et puis, quand on est arrivé dans les années 70, on était dans les excédents. Quand on leur a dit il faut recycler tous vos déchets, ils sont partis, on a monté un organisme, c'est du total volontariat, et aujourd'hui on recycle 70% des déchets sur nos exploitations, et on récupère 70% des déchets, 90% sont recyclés. Donc voilà, quand on est capable de fixer un objectif comme ça aux gens, je pense que ça leur donne une idée pour avancer, et ça développe un certain nombre de volontés de ce côté-là. Pour l'expérience que j'en ai, moi, alors j'ai démarré après Christian Couturier et toute l'équipe que vous connaissez, Alain Jacob, même si j'ai travaillé un peu avec eux au sein d'un certain nombre d'institutions à un moment donné, ou un certain nombre de groupes de réflexion. Moi, très honnêtement, j'aimerais qu'on travaille aussi bien avec Enedis qu'avec GRDF, quoi. Simplement causer, même pas travailler. Si j'arrivais déjà à causer avec Enedis aussi bien que je ne discute avec GRDF, je serais déjà content. Et si ça pouvait être travaillé aussi bien qu'avec eux, je nagerais dans le bonheur. Je peux vous dire que c'est bien plus compliqué encore avec le monde électrique qu'avec le monde du gaz en particulier. Enedis qui est un partenaire de la fabrique qu'on salue. Désolé. J'ai pour habitude de dire les choses comme je les pense sur ce genre de choses. Dernière chose sur le financement par la PAC. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est pas tant l'équilibre budgétaire des projets, c'est plus réellement la construction du projet et la complexité administrative, voire le cautionnement des financements. En fait, pour vous donner un exemple qui est, désolé, je vais un peu tourner autour de mon exemple, mais c'est celui que je connais le mieux. On est sur un projet collectif à 4 exploitations. Pour arriver à financer, on fait appel à un cautionnement de la BPI. Ils ne sont pas partenaires avec vous, je vais dire une méchanceté encore sur la BPI. Non, ce n'est pas une méchanceté, mais voilà, le système est fait de telle manière que pour un cautionnement de 500 000 € sur un projet de méthanisation de 3 millions d'euros à peu près de coût de fabrication, ça vous coûte 55 000 € cash au moment où vous débloquez le prêt. Donc ça fait deux choses dures à avaler, quoi. On en remet 55 000 de plus au départ comme ça. Donc c'est sympathique, on n'a pas la caution et on n'a pas ce genre de choses. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, on a tous signé des cautions sur la quasi-totalité de nos biens pour arriver... ça choque plus un paysan, vous savez. C'est presque traditionnel maintenant ce genre de choses, y compris quand on est sur nos exploitations. Donc voilà, si on y croit, on y va, quoi. Et là, on y croit vraiment, donc on y va vraiment. Alors, c'est vrai que ça choque beaucoup autour de nous, voire ça épate à certains moments.
Mais c'est aussi parce que ces agriculteurs qui ils vont avec passion et ils croient réellement à ce qu'ils font, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on y va. C'est aussi parfois pour ça qu'on a des réactions un peu brutales, parce que quand on vient nous titiller et puis qu'on y a mis tous ces biens, on a un peu du mal à voir les gens qui n'ont pas engagé d'argent venir remettre en cause tous les moyens qu'on a mis dedans, surtout quand on y a mis jusqu'au slip, quoi, hein. À un moment donné, ça choque un tout petit peu ce genre de choses. Donc voilà. Après que la PAC oriente sur un certain nombre de choses ou incite sur un certain nombre de choses, pourquoi pas. Faut aussi savoir, c'est que tous les agriculteurs n'iront pas forcément faire de la méthanisation. Tous n'en ont pas la possibilité. Tous n'en ont pas forcément la volonté, en fonction de l'âge, en fonction de l'intérêt, en fonction d'un certain nombre de choses. Donc la PAC, elle est aussi là pour répondre à un enjeu qui est aussi la sécurité alimentaire de tous les consommateurs, quoi. Donc on aura toujours notre volet alimentaire, il y aura une partie énergie et développement des exploitations. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre tout ça. Donc ça peut être un moyen, je pense que ça ne sera pas le seul moyen, et dans tous les cas, au travers de la rémunération des tarifs qui est aujourd'hui, même si ça pourrait être un peu meilleur, on arrive déjà à monter des projets là-dessus. Le plus gros de la difficulté, c'est pas tant l'équilibre financier que les contraintes, je le répète, y compris certaines contraintes qui coûtent en termes d'investissement supplémentaires quand on vous réclame de valoriser un certain pourcentage de la chaleur, tout ça pour faire bien, mais qu'il y a des contraintes derrière qui sont un peu excessives à certains moments. Oui, juste réagir, effectivement, on peut confirmer que le gaz de France du début des années 2000 était assez hostile à l'arrivée de la méthanisation, donc je pense que vous avez totalement observé la transformation de l'entreprise. Alors je pense pas. Ouais. Excusez-moi, le problème c'est qu'on vous entend pas alors qu'on est filmé et... Je ne vais pas m'étendre sur je ne pense pas que ça soit l'objet ce soir. Je voulais juste souligner qu'effectivement, il y a une évolution des mentalités qui est aussi liée, je pense que ça a été dit très clairement, mais c'est la vérité de la chose, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans l'entreprise, qui ne sont plus dans l'entreprise, parce qu'ils sont partis à la retraite, qu'ils étaient fondamentalement convaincus que ce type de gaz n'avait pas d'avenir, qu'ils étaient très bercés sur l'approvisionnement à l'ancienne, et qu'on est en train de changer la vision. Et après, sur 2050, c'est loin et pas très loin. C'est-à-dire que moi, les personnes que je recrute dans mon équipe, elles sont nées pour certaines en 1985, d'autres elles sont nées après 1985, et donc en 2050, peut-être elles ont peut-être évolué professionnellement, elles sont peut-être pas toujours chez GRDF, mais j'imagine qu'en 2050, elles sont encore en activité. Et donc on arrive aussi à des générations qui sont les jeunes qui sont sur le marché, où quand on leur parle de 2050, ils sont encore vivants et encore actifs. C'est pour ça que c'est un horizon qui nous paraît pas être un horizon auquel on veut pas aller au-delà de 2050, parce qu'on dit on veut embarquer des gens. 2050, ça reste un horizon atteignable. Mais après, je commande pas du tout je crois que Patrice l'a fait aussi sur le chiffre, et je pense pas que ça soit forcément l'objet de la note. Puis la partie d'après, on sera plutôt sur des mesures court terme. On a besoin de savoir. La question, c'est est-ce que c'est faisable? Après, ce que vous avez souligné est très juste, c'est sur la gazification, où va être le potentiel, comment ça va se structurer. Moi, sur les forêts françaises, j'entends depuis des années des choses sur la valorisation des forêts, c'est compliqué. Est-ce que d'ici 2050, ça sera réglé? Je ne sais pas. Moi, ce que j'entendais il y a 15 ans n'est pas réglé. Est-ce que ça va se régler d'ici 35 ans? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un spécialiste des forêts. Mais on voit qu'il y a des choses qui devront bouger. Donc de toute façon, c'est aussi dans le cap, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faudra faire bouger si on veut y arriver. Ça fait partie des questions à adresser et qu'il faut qu'on adresse. C'est-à-dire si on veut y aller, et donc si on veut, c'est une volonté qui est collective, qui n'est pas juste, c'est pas juste un acteur tout seul dans son coin qui veut. Si on veut y aller, ça veut dire qu'il faudra clairement se poser des questions et faire changer les choses qui n'ont pas, au cours des 15 dernières années, bougé. Ça, je suis assez en partage. Après, sur
politique agricole commune, moi je ne suis vraiment pas en capacité de répondre, parce que vous l'adressiez à nous deux. C'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché de la FNSEA, parce qu'il y a pas mal d'objets qui sont en interaction. Et la question, je vais même la souligner, on m'a en interne chez GRDF demandé il y a 1 an et demi, on m'a dit il va y avoir une réforme de la PAC. Est-ce que ce n'est pas une occasion d'arriver à réformer le système d'aide au biométhane? Honnêtement, moi, la PAC, c'est quand même un objet qui est suffisamment complexe. Je le voyais plutôt dans des manifestations extérieures dans la réforme. Donc j'avais plutôt cette vision de ce que c'est la PAC dans sa traduction concrète, soit dans les sous-préfectures, soit sur quelques axes routiers. Mais on n'a pas cette capacité. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'associe avec les spécialistes pour voir où est-ce que ça peut faire sens. Effectivement, comme ça a été souligné, il n'y aura pas 100% des agriculteurs qui auront un méthaniseur. Ça, pour le coup, ce n'est pas un objectif qu'on poursuit. Mais on espère qu'il y en aura beaucoup, des milliers, mais je ne me risquerai pas à donner un chiffre. On va prendre toutes les questions qui restent. Oui, bonjour. Moi, j'ai été très content de l'intervention de M. Paquin, avec qui je pense on me semble, été il y a 5 ou 6 ans. Hein, voilà. Bon. Et je pense qu'il a resitué la vraie raison de la méthanisation. L'étude ADEME faite avec Gaz de France, c'est évidemment complètement à mettre de côté. Pourquoi ? C'est forcément quelqu'un qui vend du gaz et qui vous fait une étude pour montrer qu'il faut en faire d'une autre façon. Oublions-le. C'est quand même un conflit d'intérêts majeur. Donc on ne peut pas du tout... Bon, la question vis-à-vis de la méthanisation, pourquoi faudrait-il produire tout ou partie du gaz que l'on utilise actuellement? Il y a d'autres moyens. Peut-être dans 50 ans, on n'utilisera plus du tout le gaz parce que l'électricité sera tellement beaucoup moins chère que le gaz, mais la méthanisation présente, comme M. Paquin l'a indiqué, un intérêt. Donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est pas parce que aujourd'hui... Alors, en plus, l'ADEME a fait il y a quelques années une étude montrant qu'on ne pourrait jamais produire avec ce qu'a dit monsieur, avec tout ce que l'on a comme déchets agricoles et autres, plus de 20 ou 30% du gaz actuel. Donc, faut-il aller dans cette direction? Ça, c'est la vraie question. Parce que se dire... Bon, autrement, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Si vous voulez... En plus, vous parlez de choses... Quand on parle du bois, moi aussi, ça fait des années que j'entends parler du bois. Oui, le bois, il y a des endroits où vous allez couper votre bois. Mais à Paris et dans toutes les grandes agglomérations... Vous savez qu'à Paris, on a imaginé de faire une centrale, faire venir à bois et de faire venir le bois des États-Unis ou du Canada. Donc on marche sur la tête. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder parce qu'aujourd'hui, il y a du gaz un peu partout qu'il faut continuer. Il faut peut-être arrêter. C'est tout. Donc la réflexion doit porter là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire du tout, hein, mais dans un objectif qui n'est pas du tout celui qui est l'objectif actuel. Une question d'Alain Embêche. Je trouve que c'est un super sujet. Je dis souvent que finalement, en France, on n'a pas tant de soleil que ça et pas non plus tellement de vent. De toute façon, les déchets agricoles, ça devrait être la première source renouvelable. Alors, une fois qu'on a dit ça... C'est faux. Non, c'est... À l'échelle mondiale... Non, à l'échelle mondiale, le soleil, il n'y en a pas beaucoup. Et du vent, il n'y en a pas beaucoup non plus, monsieur. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, des déchets agricoles, on en a beaucoup. Mais par contre, il y a quand même une remarque qui est faite souvent, c'est que le gaz renouvelable, c'est cher. Alors, on peut dire la même chose du photovoltaïque où je suis. Il y a 6-7 ans, le photovoltaïque, c'était cher. Et maintenant, c'est l'énergie la moins chère. Est-ce que vous voyez une pente de décroissance alors, dès qu'on est dans de la mécanique lourde, on a tendance à penser que les prix ne vont pas tellement décroître. Alors, je dis ça, en même temps, l'éolien a divisé ses coûts par 3 ou 4 en quelques années. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait faire que les prix du biogaz, alors peut-être pas à 2 ans, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourraient tomber au niveau des prix du gaz fossile, qui en plus sont très très bas maintenant. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait nous faire décroître les prix dans ce sens-là? Merci. Alors,
Bien, merci. Bon, je pense qu'effectivement, il faut repartir de la base, c'est-à-dire quel est l'avenir du gaz, hein. Quel est l'avenir du gaz dans le système énergétique français? Aujourd'hui, le gaz est à 99, peut-être ou 99,9% un combustible fossile, et dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En plus, le méthane a évidemment, comme chacun sait, un pouvoir de réchauffement qui est très supérieur à celui du CO2. Il y a eu beaucoup de littérature récemment qui a mis ça en exergue. Donc, en bonne logique, hein, on devrait se dire, le gaz, c'est une énergie qui est destinée à disparaître de notre système énergétique à long terme. Pourquoi ça n'est pas le cas? D'abord, il y a des raisons du côté de l'offre et des raisons du côté de la demande. Les raisons du côté de la demande, ça a été un petit peu évoqué à travers la souplesse qu'offre le gaz en termes d'utilisation et d'usage. Donc on se dit quand même que ça serait un petit peu dommage de mettre tout ça à la poubelle. On a un beau réseau de gaz qui représente des investissements tout à fait majeurs. On a envie de continuer à l'utiliser. Donc on se dit, il faut trouver les moyens de continuer à utiliser du gaz et à valoriser ces actifs comme ça a été évoqué dans la note de manière plus ou moins directe. Puis côté offre, on a effectivement des possibilités de développer des filières de gaz renouvelable et on se dit, bon, allons-y. Bon. Alors, sur la méthanisation de déchets agricoles, je crois qu'il n'y a aucun problème de principe. On produit du méthane, on a une valeur, je dirais, agronomique, d'aménagement du territoire, etc., qui ne fait pas discussion. Et donc, allons-y franco, développons l'utilisation du méthane. C'est la première piste que vous proposez pour l'objectif 2030. Elle est, à mon avis, totalement incontestable. La deuxième piste est incontestable dans la manière dont vous la rédigez, qui consiste à dire qu'il faut travailler sur une feuille de route power to gas. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas aujourd'hui, cette feuille de route. On n'a pas la technologie prouvée et on n'a pas la feuille de route. Et notamment, je voudrais observer quand même que le power to gas tel qu'il est... Excusez-moi, mais en fait, là, les propositions, on ne les a pas encore présentées. On va en discuter maintenant. Ouais, enfin bon, il est 8h-20, donc j'anticipe. J'ai lu la note. Bon, le power to gas, dans l'étude commune ADEME, GRDF, etc., c'est un power to gas qui mène au méthane, parce qu'on a l'étape d'électrolyse qui fait de l'hydrogène et ensuite l'étape de méthanation qui fait du CH4. Et donc, ce qui est évoqué dans l'étude ADEME, etc., c'est une injection sur le réseau de gaz de méthane. Et effectivement, là, on est en substitution possible totale avec le gaz naturel. Ici, dans votre note... c'est moins vrai puisque vous dites il faudrait privilégier, vous ne le dites pas comme ça, mais enfin, on comprend que vous privilégiez l'injection d'hydrogène en mélange au CH4 dans les réseaux de gaz. Alors, ça a été très vaguement évoqué. Il y a quand même des questions de sécurité ou des questions réglementaires qui pourront se poser. Je pense notamment au stockage souterrain de gaz. Parce que peut-on stocker de l'hydrogène dans des stockages souterrains comme on stocke aujourd'hui du méthane? Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites. Moi, je n'en ai jamais vu. Pourtant, je pense avoir été encore récemment très bien placé pour en entendre parler. Donc, je pense que la qualité de stockabilité qu'offre le gaz par rapport à l'électricité et par rapport à la saisonnalité de la production d'électricité n'est valable que si on a affaire à du méthane. En tout cas, il n'est pas prouvé aujourd'hui qu'on pourra bénéficier de cette qualité en mettant de l'hydrogène dans les réseaux. Donc ça, il me semble que c'est un point qu'il faudrait souligner, en tout cas à titre d'étude à faire avant de dresser des conclusions. Et enfin, je pense, je termine là-dessus, il faut avoir la demande en tête. Les scénarios ADEME, etc., sont fondés sur des perspectives où la demande baisse fortement. Si la demande baisse, ça veut dire qu'il faut être très attentif aux nouveaux usages. Il ne faut pas phagocyter aussi des ressources comme les ressources en biomasse. J'ai été un peu choqué parce que ce que j'ai lu sur les réseaux de chaleur, où on dit il faudrait en fait tuer les réseaux de chaleur pour pouvoir utiliser la biomasse qui va aujourd'hui dans les réseaux de chaleur. Il faudrait l'utiliser pour faire du biogaz, ou du gaz renouvelable. C'est pas dit exactement comme ça, mais il y a des phrases un peu négatives sur les réseaux de chaleur qui m'ont un peu choqué. Bon, je pense que ça peut se corriger assez facilement. J'aurais tendance à dire enlever 100% du titre. Votre titre serait « Gaz renouvelable, comment impulser le mouvement maintenant ?» Ça serait
bien mieux. Merci. Alors, si quelqu'un peut répondre rapidement sur les coûts, après on va passer à l'étude des propositions. Oui. Il y avait une réponse sur l'hydrogène. Oui, je voulais juste réagir sur le point que vous avez soulevé. Donc ici, on est Storengy, opérateur de stockage de gaz souterrain. Et donc je tiens à dire qu'on est, bien sûr, on est engagé aussi dans la transition énergétique. On a aussi reviré et accepté le biométhane récemment dans nos stockages après des études pour montrer qu'il n'y avait pas d'impact. En ce qui concerne l'hydrogène, il faut se rappeler que l'hydrogène, c'était 40% du gaz de ville et qu'on a stocké dans les années 50-60 du gaz de ville. Donc, bien sûr, dans les stockages souterrains. Oui, oui, oui. Donc, évidemment, on ne va pas dire que c'est facile. On n'a pas aujourd'hui les mêmes contraintes de sécurité que dans les années 50, mais on ne considère pas cela comme un point de blocage majeur. C'est par contre une question que l'on regarde en collaboration avec les autres opérateurs d'infrastructures gazières pour voir quel seuil d'hydrogène peut être accepté dans les infrastructures. Voilà. C'était juste pour répondre sur ce point. Sur le coût de la production de biogaz, notamment au travers de la méthanisation et la diminution des coûts, on sait qu'on est dans une filière qui démarre, même s'il y a 400 installations en France, on est vraiment au démarrage de la filière biogaz. Donc forcément, les filières qui démarrent ont des coûts de production qui sont un peu plus élevés. Donc plus on va avancer, plus on va avoir des coûts qui vont diminuer. C'est ce qui s'est passé sur la filière photovoltaïque, c'est ce qui s'est passé dans l'éolien également. Donc on peut penser qu'on va aller vers ce genre de choses. Je pense qu'on peut obtenir aussi une diminution du coût de la production de gaz si on enlève aussi un certain nombre de contraintes annexes. Alors pas des contraintes en termes de sécurité, hein, qu'on soit clair, mais un certain nombre de contraintes autour qui peuvent alourdir les investissements qui sont sur certaines installations à des moments donnés. On ne diminuera pas de moitié, hein, on ne va pas se la faire entre nous. Si on arrive à diminuer les coûts de l'ordre de 15 à 25% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'on aura bien travaillé. Je ne dis pas qu'on sera au bout du monde, mais voilà, je pense qu'on sera dans des choses raisonnables. On ne va pas se mettre des objectifs trop ambitieux de ce côté-là. Je crois qu'il faut être raisonnable sur ce genre de choses. Et la diminution, on peut l'expliquer en fait par aujourd'hui, les constructeurs de méthaniseurs, ils font des kilomètres et des kilomètres, quoi. Quand il y aura plus de méthaniseurs un peu partout dans certaines régions, nous on commence à le voir dans la région Est. La région Est, dont je suis originaire, est la région où il y a le plus de méthaniseurs en France à cette heure-ci aujourd'hui. On commence à avoir des coûts. Alors on n'est pas très loin de l'Allemagne, avec des compétences en termes de méthanisation en Allemagne qui existent, des boîtes qui existent, même si la technologie n'est pas tout à fait adaptée aux besoins de la France, mais on arrive à adapter leurs méthaniseurs au niveau français maintenant. On voit des coûts qui commencent légèrement à diminuer. On était sur des coûts aux alentours de l'investissement, donc au kilowattheure. Je raisonne kilowattheure électrique installé, là, hein, je suis bien sur de l'électrique et pas sur de l'injection gaz. On était sur du 8-9 000 euros du kilowattheure électrique installé sur des installations pour du 250-500 kilos en termes de puissance. On est en train de descendre entre 6 500 et 7 000 euros du kilowattheure électrique installé sur certaines installations qui sont bien raisonnées avec un certain nombre d'opportunités à des moments donnés qui font qu'on y arrive. Donc voilà, c'est en train de diminuer un peu, mais ça ne va pas diminuer à toute vitesse comme ça non plus, quoi. Peut-être un élément sur la question des prix. Il y a un bel encadré dont on est très fier dans la note qui référence, en tout cas dans les études prospectives, la manière dont on se pose la question des coûts à long terme. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais juste ajouter un élément qui est la question du prix du CO2. Hein, il y a à la fois les gains de productivité qui vont pouvoir être opérés et je ne peux pas entrevoir qu'il y ait une révolution. Donc les ordres de grandeur que vous avez évoqués sont ceux qui sont référencés par ailleurs. En revanche, qui n'apparaît pas dans le débat à l'heure actuelle, mais qui se posera là pour le coup en 2030 et au-delà, c'est la question du prix du CO2. Alors j'ose à peine reparler de l'étude ADEME, GRTgaz, GRDF, simplement pour rappeler que ce qui est envisagé, je parle sous ton contrôle, c'est un prix du CO2 à 200 € en 2050, qui est une des conditions absolues, mais
quelle que soit la manière dont on tourne le problème, de toute façon, ça se pose dans ces termes, de concurrence économique de ces gaz qui, compte tenu de l'environnement tel qu'on peut l'envisager du gaz fossile, ne pourront être concurrentiels qu'à la condition qu'on ait un prix du CO2 qui soit cohérent. Sur les études, l'ADEME a fait une étude sur le 100% électrique, a fait une étude sur le 100%, enfin électrique 100% renouvelable et un gaz 100% renouvelable. L'étude ADEME sur 100% renouvelable électrique, c'est l'ADEME seul. L'étude gaz 100% renouvelable, c'est l'ADEME avec GRDF et GRT Gaz. Quand on discute avec l'ADEME en disant, mais au fond, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose en électricité, d'associer les gestionnaires de réseau, l'ADEME nous a dit, ils n'ont juste pas voulu le faire. Donc, quelque part, le fait d'avoir accepté de participer à l'étude avec l'ADEME, si ça fait que l'étude est moins sérieuse que le fait que l'étude électrique où l'ADEME l'a fait seule, je ne suis pas sûr qu'une étude soit moins sérieuse quand les gens qui fournissent les données y contribuent. Alors après, évidemment, si vous voulez, la question qui se pose et qui est beaucoup plus complexe, c'est est-ce que tout ça, ça peut se mettre quand on met les études ensemble? Ça, nous, on a posé la question à l'ADEME en disant, mais est-ce qu'au fond, on peut avoir un monde 100% renouvelable électrique, 100% renouvelable gaz, je dirais même peut-être 100% renouvelable pétrole, parce que pourquoi pas. Donc, est-ce que tout ça, là, pour le coup, c'est très complexe. Enfin, ces études-là, c'est aussi pour ça qu'il faut les faire pas dans un horizon qui soit trop court-termiste, parce qu'honnêtement, on est probablement passé à côté de choses essentielles, soit de rupture technologique, soit de transformation. Si vous voulez, si on refait l'exercice en se plaçant, moi je dis toujours, on est dans 35 ans, mais on se place 35 ans en arrière. Je veux dire, le sujet électrique en France, il y a 35 ou 40 ans, n'était pas le même. Donc, est-ce que c'est raisonnable de faire ce type d'études? Oui. Est-ce que ça se passera comme c'est dans les études? Non. Donc, nous, on pense qu'il faut les faire, qu'il faut se projeter et avoir des débuts de réflexion. Après, sur les baisses de coûts, nous, on est assez en ligne sur l'estimation qui est faite par la FNSEA. Donc, on pense que c'est cet ordre de grandeur. Et comme l'a dit Patrice, si on rajoute l'équation tonnes de CO2, ça change un peu la donne. Je pense aussi que si on rajoute la baisse de la consommation, comme vous l'avez souligné, si on met les trois facteurs de baisse de la consommation, signal CO2 et baisse des coûts de production, ça change aussi fondamentalement l'ordre de grandeur qu'on a aujourd'hui. Peut-être un tout dernier mot, notamment pour agir sur ce qui a été indiqué par François, ce qui est l'occasion de le remercier d'avoir participé à notre travail en nous challengeant à des moments assez tardifs, mais de manière tout à fait efficace. Nous, encore une fois, on ne se positionne pas par rapport à ces problématiques de 100%, mais je fais référence à ce que tu disais sur l'étude ADEME 100% électrique. C'est une étude qui est extrêmement intéressante parce que ça permet de visualiser ce que peut être un monde 100%, enfin électrique 100% renouvelable, pardon. Et notamment parmi leurs scénarios, les scénarios qui permettent d'aller à 100% sont notamment des scénarios qui demandent beaucoup d'éolien et qui posent toute une série de questions d'acceptabilité, donc qui permettent de visualiser le type de société à l'intérieur duquel on pourrait se trouver si on allait vers cet objectif. Il me semble qu'un des intérêts de l'étude ADEME, dont on n'a pas tous les détails d'ailleurs pour l'instant, est également de se visualiser ces perspectives et ce que ça peut signifier, et y compris en termes de facteurs bloquants. Donc moi, ça me paraît intéressant, et ça me paraît également intéressant parce que dans la perspective qui est celle qu'évoquait Bertrand tout à l'heure, du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport, c'est quand même des trucs qu'il faut anticiper. Et donc, si on devait aller dans une perspective de cet ordre, et compte tenu, encore une fois, et des délais de développement et des délais d'amortissement de ces infrastructures, eh bien, c'est des visions qui, encore une fois, ne sont pas prédictives, qui sont plutôt des visions d'artistes, on pourrait les qualifier comme ça, doivent être mises dans le débat, il me semble. J'ai oublié de signaler quelque chose. C'est l'ADEME, dans son étude 100% électrique, pour arriver à absorber 100% d'électricité renouvelable, ça ne marche que s'il y a le système gazier à côté. Donc ça pose aussi des questions. Là, j'ai entendu dire finalement, est-ce qu'on peut se passer de gaz? En tout cas, aujourd'hui, personne ne sait imaginer un monde électrique 100% renouvelable sans le gaz. Alors après, on peut imaginer un monde qui soit électrique pas renouvelable. Ça, c'est une autre question. Mais si on se place dans des perspectives de renouvelables, aujourd'hui, on ne sait pas imaginer des mondes sans la complémentarité d'électricité et du gaz.
Enfin, l'hydrogène, nous, on le met dans la famille du gaz. Hein. Enfin, en tout cas, oui, bah, alors là, je ne crois pas que l'étude de l'ENOT soit gaz 100% renouvelable réseau. Là, Du coup, merci pour vos questions. Patrice, vous allez pouvoir présenter rapidement les 2 propositions concrètes. Oui, très rapidement, parce que le débat, ça vous a pas échappé, nous a un peu échappé, et finalement, on est déjà très avancé dans la discussion. Nous, finalement, on a essayé de mettre en avant 2 choses, et ce que vous nous avez dit nous conforte dans cette idée pour la méthanisation. Il nous semble que pour la méthanisation, on a une série de défauts de coordination et qu'il n'est pas acceptable d'avoir d'un côté ces ambitions, et y compris au niveau de la PPE. La PPE, c'est quand même du court terme, on n'est pas à 2050, et on sera, si tout va bien, tous vivants en 2023, donc on n'a pas à se projeter à long terme, et on n'est pas en phase par rapport à ces objectifs. Et il nous apparaît plus encore, en vous ayant écouté, en ayant discuté un peu avant que commencent nos débats, que les coûts administratifs associés au processus, de fait, ne sont pas acceptables. Alors vous avez été pionnier donc il y a 13 ans, mais le fait que vous soyez encore en attente est un truc qui me paraît totalement invraisemblable. Et donc on fait différents types de propositions sur des modes de coordination à l'échelle territoriale, sur des modes de coordination à l'échelle de la région qui nous semblent importantes, notamment parce que c'est à ce niveau que, si j'ai bien compris, se dessine le réseau. Et puis des modes de coordination à l'échelle nationale qui, me semble-t-il, ont été un peu erratiques jusqu'à maintenant. Alors, il y a beaucoup d'espoir dans l'initiative qui a été prise il y a quelques semaines maintenant, qui n'a pas encore abouti par le ministère, de relancer une coordination, de faire déjà des premières annonces, notamment, si j'ai bien compris, 100 millions de la BPI qui permettraient d'avoir des effets de levier. Mais enfin, compte tenu de ce que vous nous avez dit depuis, on met quelques bémols. Ce travail doit se terminer fin mars. Nous, ça nous a arrangé parce que ça nous a permis de passer avant et de ne pas arriver après la bataille. En tout cas, voilà, pour le moins, il y a besoin de différents niveaux de coordination. Avant de venir, je suis allé sur la page du ministère qui est un peu le vadémécum des porteurs de projets, et c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue et je ne sais pas comment vous avez pu vous engager dans cette voie. Donc on doit être en mode de simplification. Je vous avoue ne pas avoir la solution, et ça fait probablement partie des choses qu'on doit affiner dans la phase de relecture et d'interaction. Mais en tout cas, il n'est pas possible que les coûts de coordination soient portés par les porteurs de projets, et donc il faut de la coordination territoriale. Peut-être que les communes ont plus de rôle à jouer dans ces modes de coordination. De toute évidence, c'est des points qu'on doit affiner, mais en tout cas, il n'est pas possible que chaque porteur de projet réinvente la roue et rencontre toutes ces difficultés. Alors j'exagère un peu parce qu'il y a toute une série d'associations qui permet d'établir une coordination avec des effets d'apprentissage, mais ça nous semble très insuffisant et de fait être très clairement du gaspillage. Je suis un petit-fils d'agriculteur, je ne sais pas si tous les agriculteurs ont vocation à avoir des méthaniseurs, probablement pas, mais en revanche, si ça doit se faire, ça ne doit pas se faire dans ces conditions. Premièrement. Et deuxièmement, et ça fait écho à la question que posait François, sur le power to gas, on est évidemment très prudent parce qu'on a à l'idée, on a bien à l'esprit la maturation des différentes filières, celles qui doivent nous conduire aux 3/3 de l'étude ADEME, GRDF et GRT Gaz en 2050. Et on voit bien qu'au milieu de tout ça, il y a la filière hydrogène qui est quelque part entre la R&D et l'expérimentation, et qui est plus suffisamment dans la R&D pour qu'on soit à un niveau d'expérimentation qui soit celui que Bertrand nous rappelait tout à l'heure. Donc il nous semble que dans ce domaine, il y a un défaut d'ambition et que par ailleurs vont se poser très rapidement des problématiques de modèle économique. Et à l'intérieur de ce modèle économique va se poser la question des services rendus par la filière hydrogène au système électrique, et notamment les coûts de réseau évités. Alors ça va être probablement d'une extrême complexité à calculer, mais si de fait la filière hydrogène via le power to gas rend des services, schématiquement des services système au système électrique, cette équation devra être valorisée. On n'en est pas là. Il nous a semblé qu'une des pistes pouvait être d'avoir des expérimentations. On ne l'a pas pu juste creuser, mais on la met dans le débat, d'avoir des expérimentations dans un environnement ilien qui finalement permet
d'avoir une expérimentation à l'échelle, en tout cas à l'échelle de ce type d'environnement. Quel est le protocole ensuite ? Sur les... Enfin, on est très alignés sur les deux propositions, hein, donc tripler le nombre de sites de méthanisation agricole d'ici le début de la décennie 2020 et puis d'avoir une feuille de route Power to Gas. Sur le chiffrage, bon, moi je ne veux pas me lancer, mais je pense que, vu le nombre de sites, il faut effectivement aller beaucoup plus vite. Donc je ne sais pas s'il faut tripler, s'il faut aller même au-delà. C'est sûr, et Patrice, tu l'as souligné, que l'implication des acteurs au niveau local, elle est essentielle, puisque les projets ils se font localement. Alors même si j'imagine que dans les 13 ans de tracasserie administrative, c'est pas que du local. Il doit y avoir un peu du national aussi. Et il n'y a pas que de la tracasserie administrative. Il y a un constructeur qui nous a lâchés, il y a eu des complexités avec certaines communes, il y a plein de choses. Je veux dire, c'est pas seulement... On va pas tout mettre sur l'administration quand même, faut pas... Non. On a... Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, ça n'a pas fini devant un tribunal. On a préféré jouer, comment je dirais, la carte de la prudence à un moment donné, quand on a senti qu'il y avait un tout petit peu trop de réticence dans certains secteurs. On a préféré prendre du recul, retravailler avec la communauté de communes et l'ensemble des maires, et voir les communes qui étaient prêtes à accepter le projet, et retravailler avec les communes qui étaient prêtes à accepter le projet. C'est comme ça qu'on a préféré le faire à ce moment-là, en se disant c'est déjà compliqué comme ça. Si en plus on va froisser une commune, un maire, un conseil municipal, il y a un conseil municipal, on a failli sortir avec des pierres, donc ça nous a calmé également. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, on a dit bon, on prend du recul, on reprend le problème à zéro et on redémarre à zéro et on repart. Donc ça fait ça, ce genre de choses, on perd un an comme une fleur avec ce genre de problème. Mais ça permet d'éviter 2 ans de tribunaux et une incertitude et des coûts d'avocats. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Du coup, sur le deuxième sujet, sur la feuille de route Power to Gas, c'est vrai que la question de complémentarité des systèmes électriques et gaz, elle est aujourd'hui clairement posée. J'ai vu qu'il y avait une initiative européenne là, qui avait été prise hier, il me semble, qui va dans ce sens-là. Alors de regarder plutôt les systèmes de flexibilité entre les deux systèmes. Fondamentalement, la question de la vitesse à laquelle se développe l'électricité renouvelable a un impact très direct sur le Power to Gas. Donc là, pour le coup, on a vraiment besoin de travailler en coordination complète avec le système électrique, puisque plus le système... En gros, le Power to Gas, il prend du sens à partir d'un certain niveau d'intermittence du système électrique. Et cette visibilité, on en attend, en tant qu'acteur gazier, on attend aussi beaucoup de la PPE sur ce volet-là pour comprendre quelle va être la dynamique réelle, quel souhait réel va être sur l'électricité renouvelable, puisque ça impactera très directement le Power to Gas, qu'on voit nous comme un service, c'est un service du système gazier au système électrique. Je voudrais peut-être rebondir en complément, se poser la question de l'hydrogène, où est-ce qu'on peut en mettre et jusqu'à quand. Alors, je ne dis pas qu'on revient en arrière, mais tout à l'heure, vous aviez souligné que Gaz de France, sur la méthanisation, se posait des questions. Je pense que sur l'hydrogène, il y a ces mêmes types de réflexes qui arrivent tout de suite, se dire « oulala, ce truc-là, c'est dangereux, machin, est-ce qu'on va le mettre ?» Bien sûr que c'est un objet, c'est un gaz, donc il a certaines propriétés d'explosivité, qu'il y aura des règles de sécurité qui ne seront certainement pas les mêmes en 2018 qu'elles étaient il y a 50 ans. Ces sujets, c'est inenvisageable de penser qu'on va mettre de l'hydrogène dans les réseaux ou dans les stockages sans le faire en toute sécurité. Donc de toute façon, ça, c'est pas possible. Pour autant, ça peut pas être un argument pour dire on regarde pas et on fait pas. Donc nous, on est vraiment dans une approche de dire il faut qu'on regarde tout ce qui est vraiment tout ce qui est possible de faire. Et là, l'expérimentation dont je parlais, qui va démarrer à Dunkerque là, au mois d'avril, on a fait des études avec le laboratoire de Engilab Grigène pendant assez longtemps avant pour vérifier qu'est-ce qui se passe en cas d'accumulation en haut d'immeuble. Donc on se pose ces questions-là avant de le faire. C'est pas, on ne dit pas tiens, on va mettre de l'hydrogène dans un quartier, on va voir ce qui se passe. Donc il y a beaucoup d'études en amont. C'est aussi pour ça que ça prend du temps,
parce que c'est un projet, je crois que les financements, ou la décision était en 2012, qui va réaliser en 2018. Pourtant, ce n'est pas un projet d'une complexité redoutable. 6 ans pour un projet simple, c'est long, mais c'est parce qu'il y a toutes ces études qu'on veut faire en amont. Et donc, c'est aussi avec ce type d'études, GRTGaz fait une expérimentation similaire à côté de Fos, à Jupiter 1000. C'est avec ces 2 projets pour lesquels on aura des résultats, on espère, dès l'année prochaine, pour alimenter Power2Gaz sur la partie, je dirais, sur le volet technique du gazier. Mais dans le Power2Gaz, comme l'a dit Patrice, il y a toutes les questions économiques, les questions de coûts, les questions de substitution qui vont prendre du temps à faire. Je crois qu'il y a aussi une feuille de route hydrogène qui doit être faite par le ministère dans les prochaines semaines. J'imagine qu'elle répondra en partie à la question Power2Gaz, ou en tout cas qu'elle ouvrira des pistes sur le Power2Gaz. Tenez. Pour moi, effectivement, c'est d'abord une problématique agronomique avant d'être une problématique énergétique. Je suis 100% d'accord avec vous. Bon, ceci dit, on produit de l'énergie. Et quand on travaille sur l'énergie, on a une obsession. Tous les énergéticiens du monde l'ont ou devraient l'avoir. C'est la question de l'efficacité et du rendement. Bon, quand on pompe de l'eau pour les monter dans un barrage et pour returbiner ensuite, on a un rendement médiocre. Prenez en compte cette question. Plus de votre cycle... Oui. 75% de rendement, mais il n'empêche qu'on a quand même perdu de l'énergie. Prenez en compte cette donnée dans votre réflexion sur le rendement global que vous allez obtenir en ayant des systèmes de stockage extrêmement complexes qui vont voir se dégrader au fil du temps la quantité d'énergie que vous allez récupérer au bout du compte. Parce que pourquoi on a un problème actuellement dans ce pays avec la courbe de charge électrique? C'est qu'on a développé massivement le chauffage électrique. On a 100 TWh de chauffage électrique, qui est une énergie thermodynamique, qui a un coût économique énorme et qui est un désastre social. Qu'on vire le chauffage électrique, qu'on fasse du chauffage à eau chaude, avec de la biomasse, ou avec de la géothermie, ou avec du solaire thermique, ou avec du gaz biologique dans le réseau, très bien. Mais on lissera la courbe de charge à ce moment-là, les 100 TWh. Et on peut le faire, ça. Ce n'est pas une technologie complexe de remplacer des convecteurs électriques par des radiateurs à eau chaude. C'est n'importe quel chauffagiste de France et de Navarre sait le faire. Donc, à quel prix on va faire aussi du Power2Gaz? Et à quel prix on va faire du Power2Gaz? Sur les propositions, en particulier les 30%, le développement, la multiplication par 3 de la méthanisation agricole, j'ai pas d'inquiétude du côté des volontaires en agriculture. Les projets agricoles, on les trouvera. Est-ce qu'ils seront réalisés? Ça ne dépendra pas que des agriculteurs, ce genre de choses. Moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver, d'autant plus quand je vois comment les choses évoluent, parce que je prends un peu les choses avec humour, avec dérision à certains moments, parce que quand on patiente depuis ce temps-là, on est obligé de le faire de cette manière-là. Il y a quand même des choses qui bougent, et on sent un certain nombre de choses qui sont en train de bouger sur ce dossier-là. Alors même si maintenant l'ADEME nous dit mais ça y est, on a déjà consommé tous les financements pour la méthanisation agricole de 2018. On est début mars. Bon, ça fait partie des habituelles négociations financières sur ce genre de choses. On nous l'a fait assez régulièrement, donc on n'est pas trop inquiet avec ce genre de manière de faire, quoi. On trouvera bien une solution. S'il y a une volonté politique d'avancer, on trouvera une solution d'avancer là-dessus. Donc moi, je pense que oui, on aura la possibilité de le faire. À une condition, c'est qu'on ne mette pas trop d'exigences sociétales aux agriculteurs aussi à un moment donné, quoi, hein, parce que quand on veut faire de la méthanisation parfaite, sans culture énergétique, sans ceci, sans cela, sans un certain nombre de choses, vous le rappeliez, je ne sais plus qui c'est qui le rappelait tout à l'heure, faire de la méthanisation qu'avec des effluents, les animaux ils sont dans les bâtiments au mieux 6 mois de l'année, quoi.
Le restant, on ne va pas courir avec des sacs poubelles derrière quand elles font leur bouse ou quand elles font leurs besoins pour arriver à récupérer. Moi, je rêverais de récupérer leur RAW. On avait déjà, d'ailleurs, en boutade, imaginé de mettre des stagiaires avec GDF pour imaginer de récupérer le gaz dans les bâtiments d'élevage. Partant du principe que comme le méthane est un gaz qui monte, que les bâtiments sont ventilés et qu'il y a une cheminée en haut des bâtiments pour évacuer les gaz, pour éviter que les animaux soient dans un inconfort total, parce qu'on se soucie quand même du bien-être de nos animaux. On imaginait de récupérer le méthane à ce moment-là et on avait essayé de regarder la concentration. C'était une horreur en termes énergétiques. Enfin, on récupérait rien par ce genre de choses. Mais on s'est dit, tiens, si on arrivait à récupérer, puisque l'essentiel du méthane émis par les animaux, c'est le RAW des vaches et c'est pas le paix comme on l'entend trop souvent dans la presse. En fait, c'est quand elles régurgitent, quand elles remastiquent leur alimentation qui fait qu'à ce moment-là, ça fermente et effectivement, ça envoie du méthane dans l'air par ce biais-là. Donc voilà, je crois que la volonté de ce côté-là d'avancer, on n'a pas de souci, qu'il ne faut pas qu'on ait des contraintes, que quand les animaux sont 6 mois à la maison, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour le faire. Vous évoquiez tout à l'heure les besoins en termes de surface. On a de vraies nouvelles techniques qui se développent aujourd'hui pour ne plus laisser les sols nus. Et qui peut faire que sur 2 campagnes, on peut faire 3 récoltes. Donc, on peut aussi augmenter la biomasse qui est produite en ce moment-là, augmenter la richesse des sols, notamment la richesse en vers de terre, en différents micro-organismes dont on a besoin dans le sol, qui enrichissent sacrément les sols. On a 2 fois des racines, on augmente la matière organique qui est dans les sols, on capte d'autant plus de gaz à effet de serre et on peut avoir un effet sur la lutte des gaz à effet de serre par ce biais-là. Sauf que là, il y aura aussi besoin d'enlever des carcans réglementaires qui soient de la PAC, qui soient de l'environnement, qui soient d'un certain nombre de choses, où on laisse un certain nombre d'initiatives aux agriculteurs pour développer des nouvelles méthodes et des nouvelles manières de faire. Et on est trop souvent contraint dans des réglementations qui nous laissent pas la capacité d'innovation qu'ont les agriculteurs à certains moments et qui pourraient très bien exprimer avec un certain objectif. Alors, il ne faut pas qu'on laisse faire n'importe quoi. On ne demande pas à ce qu'on nous mette la bride sur le cou et puis qu'on nous dise allez-y, faites n'importe quoi et puis on verra derrière. Il faut le faire de manière intelligente, organisée, mais il faut qu'on trouve les moyens dans ce pays de redonner de la capacité d'innovation aux gens sur le terrain pour avancer. Et là, je pense qu'on pourra avancer. Alors, je ne sais pas si on obtiendra les 100% de gaz renouvelable, peu importe à la limite le chiffre. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on redonne aujourd'hui de l'espoir aux gens sur le terrain. Et en agriculture, on a des éleveurs qui en ont bien besoin aujourd'hui. Et si on leur laisse cette capacité d'innovation, même s'il n'y a pas d'argent dans les fermes aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des gars qui s'engageront, qui iront, qui prendront du plaisir, du bonheur, qui, je suis sûr, sont capables de sortir des résultats demain tout à fait intéressants dans ce genre de procédés, et tout le monde pourra s'y retrouver, la société dans son ensemble. Je crois qu'il faut qu'on ait vraiment conscience de ce genre de choses si on veut que les choses se libèrent dans ce pays. Alors, qui veut réagir sur les propositions ? Moi, je voudrais revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Merci pour ce débat, parce que je pense qu'il repositionne très clairement les choses sur les enjeux à la fois agricoles et énergétiques, parce que c'est 2 choses qui sont aujourd'hui assez indissociables. La question des ressources. Alors, je vous inviterai à relire une note du CESE, puisque vous avez cité une note du CESE. Il y a aussi une note du CESE sur la bioéconomie, sur le développement de la bioéconomie en France. Je crois qu'il y a un plan bioéconomique qui est en cours de création. Et il dit une chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la biomasse, elle est déjà utilisée, elle a déjà des usages, ne serait-ce que le retour à la terre. Et finalement, tout ce qu'on va développer comme autre usage va être un conflit d'usage. Et je pense qu'une des questions, à mon avis, clés qu'il faut répondre pour répondre à votre question, c'est peut-être, et c'est une question, à mon avis, d'aménagement du territoire largement plus au-delà que l'énergie, qui est
finalement, comment on veut régler ces questions de conflit d'usage. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la biomasse globalement, à la fois le retour au sol, à la fois l'alimentation, à la fois peut-être l'énergie. Il ne faut pas oublier aussi que c'est des espaces de loisirs et de la biodiversité. Et donc la question, à mon avis, c'est si on n'a pas réglé cette question-là un peu macro au départ, je pense qu'on aura du mal à déclencher des investissements, parce que quelque part, c'est la société qui va s'engager, faire des investissements importants, bien sûr pour soutenir les nouvelles démarches, hein, tout à fait légitime, aussi pour développer les réseaux, parce que si j'ai bien compris, il va falloir faire des investissements dans les réseaux de gaz, et qui c'est qui va les payer. Et finalement, cette décision de vaste d'investissement global, elle ne peut pas se prendre en disant ben, moi je suis gazier, je veux faire du 100% renouvelable, moi je suis machin, je vais utiliser. Moi j'entends, j'ai lu je ne sais pas combien de rapports ces derniers temps de gens qui veulent utiliser de la biomasse à plein d'endroits différents. Et je pense qu'on va vers un conflit majeur d'usage de l'utilisation de la biomasse. Le dernier point que je voudrais voir, c'est que vous n'avez pas du tout évoqué, et ça me semble dommage, dans la note, la question de la filière industrielle. Moi, ça me ferait quand même mal au cœur, en tant que citoyen, de financer des achats d'équipements par des sociétés allemandes qui vont inonder le marché français. Je pense qu'on est aussi à une époque où il faut défendre l'emploi en France. Et je trouve très dommage qu'on n'évoque pas cette question. Je ne sais pas, les équipements, monsieur, votre équipement, 13 ans, est-ce qu'à la fin, vous achetez des bâches, des systèmes chez les Allemands? Est-ce que vous achetez du matériel français? Est-ce qu'on développe vraiment on a une filière industrielle dans ce domaine? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va encore aggraver notre déficit de la balance commerciale. Voilà. Bonjour, Agathe Jarry. Je travaille pour Storengy, donc le stockeur de gaz naturel majoritaire en France. On se diversifie aujourd'hui dans d'autres domaines du stockage d'énergie. Et en particulier, on se positionne en tant qu'opérateur, investisseur et intégrateur sur des projets de power to gas. Dans ce cadre-là, on développe des démonstrateurs. Alors, il y a plein de choses qui m'ont appelé là pendant le débat, donc je vais faire plusieurs remarques. La toute première remarque que j'ai entendue, c'est la transition énergétique, elle ne décode pas parce que les collectivités territoriales ne la prennent pas forcément en main. Alors nous, aujourd'hui, avec les projets de Power to Gas, on a plutôt un sentiment inverse. On a plutôt le sentiment que les collectivités territoriales, elles ont très envie de travailler sur ce type de projet, Power to Gas et Power to Gas couplé à la méthanisation. Parce que en fait, ce sont des projets qui donnent vraiment, qui ont une forte valeur système et qui sont très adaptés, en fait, qui sont très adaptatifs au contexte territorial. C'est-à-dire que on pourra gérer le problème du stockage d'électricité en le valorisant sous plusieurs formes de gaz, dont certains vont pouvoir être utilisés localement pour la mobilité ou pour des usages industriels locaux, dont certains vont permettre de co-développer à côté de la méthanisation, de valoriser encore plus les unités de méthanisation. Donc les collectivités territoriales, aujourd'hui, elles sont conscientes, elles s'investissent auprès de nous, elles ont envie de prendre des risques avec nous. Le problème, il est plutôt au niveau des financeurs nationaux et régionaux qui sont peut-être un peu plus timorés dans leur plan de financement et en tout cas vis-à-vis des collectivités territoriales qui auraient besoin de soutien. Voilà. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle de nos projets. C'est peut-être pas vrai partout, donc, mais on trouve qu'il y a un mouvement pour des projets pourtant et des technologies qui sont plutôt horizon 2030-2050 de la part des collectivités territoriales. Sur la question de l'utilisation des ressources et de la biomasse, on a le sentiment que le power to gas peut apporter quelque chose aussi à la filière méthanisation à long terme, puisqu'il permet en fait de valoriser au travers de la réaction de méthanation entre hydrogène et CO2 vert issu donc du biogaz, de valoriser CO2 pour le transformer en méthane de synthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même quantité de biomasse, si on associe la méthanisation au power to gas, on double la production énergétique, on double la valorisation énergétique qui en découle. Donc on pense qu'à long terme, il y a aujourd'hui une vraie synergie à attendre entre les différents gaz verts, qu'il faut penser hub énergétique, hub multigaz, au-delà de penser d'un côté la filière méthanisation, de l'autre la filière pyrogasification, et puis enfin la filière power to gas. Et donc ça fait partie des choses que je voulais dire par rapport à une poursuite éventuelle de votre note. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, notamment avec le GT méthanisation, etc.
il faut commencer, je pense, à inclure dès aujourd'hui, quand on parle de mesures en faveur de la méthanisation, il faut commencer à penser au pas d'après où la méthanisation va être couplée au power to gas dans les mesures qu'on propose aujourd'hui au pouvoir public. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on pense aujourd'hui que pour créer la filière industrielle, il va falloir 2 temps. On va devoir avoir besoin de démonstrateurs pour travailler sur la partie méthanation. On va pouvoir aussi s'appuyer sur une filière à plus court terme, peut-être à plus petite échelle, parce qu'il n'y aura pas toutes les infrastructures de transport qui vont avec, mais sur l'hydrogène. Pour développer la première brique donc, du power to gas, qui est l'électrolyse. Cette filière-là, si on veut la développer, il faut aussi qu'on s'appuie sur un usage majeur, qui est l'usage de l'hydrogène industriel. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation chez les consommateurs industriels à avoir une part d'hydrogène vert dans leur consommation. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une voie de travail qui pourrait compléter cette note qui est effectivement excellente? Voilà. Peut-être une toute dernière intervention pour qu'on finisse à l'heure. Merci. Dernier élément rapide, donc moi je travaille chez Ecosys Group, je suis ingénieur agronome et bioéconomiste, économiste de l'environnement. Monsieur, la question sur les conflits d'usage est extrêmement intéressante. J'ai beaucoup travaillé sur les filières agroénergie en Afrique et dans les pays en voie de développement. Elle est évidente, mais à mon sens, dans les systèmes énergétiques et agronomiques français, ou en tout cas occidentaux, elle se pose beaucoup moins parce qu'il y a un apport massif de matière organique par les intrants. Donc on concentre de la matière organique dans des systèmes fermés qui ponctuellement, localement, vont être excédentaires. On a des gros problèmes de pollution des eaux en Bretagne et dans toutes les filières où il y a de l'engrais, de l'élevage intensif. Et donc, dans ces situations-là, dans les pays développés, on est importateur net de matière organique. Je prends les intrants dedans de manière très large. On est excédentaire en azote, en phosphore et en potasse. Et du coup, la méthanisation est compatible avec une bonne gestion locale de la biomasse. Par ailleurs, la méthanisation permet une production de digestats qui ensuite sont répandus sur les terres locales. Donc, en tout cas, pour ce système-là, il me semble que la question, qu'on n'est pas dans une situation critique de faire du biogaz en Europe. Alors, qui veut répondre sur le conflit d'usage, la filière et la filière industrielle? Sur le conflit d'usage, c'est souvent la crainte qui est mise en avant. Moi, j'aime bien rappeler un chiffre. 35% de gaspillage alimentaire en France. Le premier conflit d'usage, il est là, quoi. Il faut absolument qu'on avance sur ce dossier-là et qu'on arrête de perdre de l'alimentation, de l'énergie, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais de perdre de la biomasse comme ça, bêtement, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de gérer comme il faut son frigo, ses stocks au supermarché, certains transports à certains moments, parce que c'est essentiellement là qu'on trouve tous les problèmes de gaspillage alimentaire à ce moment-là. Et là, on a de la biomasse qui est réellement disponible et valorisable à ce moment-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on sait aujourd'hui que les sols français, en règle générale, valorisent la photosynthèse au travers de la croissance des plantes entre 6 et 8 mois de l'année. Il y a 3 ou 4 mois où il n'y a rien sur les sols à certains moments. L'idée, c'est de valoriser ces 4 mois pour faire qu'on arrive aussi à produire de la biomasse pendant cette période-là, voire qu'il y ait de la biomasse qui ne soit pas forcément perdue comme elle l'est maintenant et mal valorisée, mais qu'on la valorise mieux au travers de l'utilisation dans le cadre de la méthanisation. On sait qu'on a un certain nombre de plantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir un intérêt agronomique avec des systèmes racinaires très importants, très développés, qui restructurent les sols et qui permettent aussi de faire un certain nombre d'économies d'énergie de ce côté-là dans les exploitations derrière, et c'est un vrai intérêt de ce côté-là. Donc voilà, je pense qu'on est au début.
Oui, on peut les appeler culture intermédiaire, SIPAN, enfin il y a tous les noms possibles et imaginables à ce moment-là. En clair, vous mettez 3 cultures sur 2 ans, quoi. Voilà, et vous valorisez au mieux la photosynthèse, qui est quelque chose de très simple, qui coûte rien et qui existe à l'état naturel. Vous la valorisez au maximum par ce biais-là. Ce que je disais dans le début de mes propos, c'est que je suis persuadé que la méthanisation peut amener une révolution dans les techniques agricoles. Et que ça va bouger encore plus que ça n'a bougé jusqu'à maintenant, avec de vrais intérêts environnementaux en termes de lutte contre les gaz à effet de serre, en termes d'économie d'énergie, en termes de qualité de l'eau, de qualité de l'air. Je pense qu'il y a un vrai travail d'agronomes, d'environnementalistes à faire de ce côté-là, et qu'on peut vraiment faire un boulot génial si on sait le faire intelligemment et si on est capable de donner un peu de perspective là-dedans. Sur la filière industrielle, je ne sais plus, c'est vous, je crois, qui avez posé également la question. Est-ce que vous avez pris des entreprises françaises? On a voulu en prendre une, elle nous a abandonnés. Donc c'est pas de bol. Dans les technologies, oui, il y a de la technologie française qui est en train de se développer. Pour une bonne raison, c'est que la filière allemande n'est pas... n'intègre pas du tout les mêmes matériaux que la filière française. Beaucoup d'effluents d'élevage en France. Voilà, un méthaniseur, c'est une panse de vache, je le disais tout à l'heure. Les vaches, elles avalent, et après elles redéglutissent et elles remâchent. Un méthaniseur, il faut mâcher. C'est pareil, sauf que vous n'avez pas les dents d'une vache pour le faire, hein, parce qu'un méthaniseur, c'est qu'une panse de vache. Si on veut caricaturer les choses, ça n'est que ça en termes de fonctionnement microbiologique. C'est une panse de vache reconstituée, tout simplement. Donc il faut trouver le moyen de faire le travail de mastication à l'entrée. Alors il y a la technique simple, c'est le broyeur, mais énergétiquement c'est une folie. Donc il faut trouver d'autres systèmes qui permettent d'imprégner, de préparer les matières pour faire que ça passe dans ces systèmes-là. Là, les Français sont bons sur ce genre de choses. Une minute, parce que je crois que le temps tourne. Il y a une question sur les coûts. La capacité des réseaux, y compris stockage gazier, est assez forte. Donc, dans l'étude qui a été faite avec l'ADEME, l'estimation des coûts additionnels liés à 100% renouvelable, elle est assez limitée, puisque c'est estimé à 3 € par mégawattheure. Donc après, vous penserez ce que vous voulez de l'estimation. Mais on considère qu'au regard de l'ensemble des coûts, ça reste limité. Pourquoi ? Aussi parce que la consommation de gaz diminue, donc il y a une capacité sur les réseaux qui existe, et donc le surcoût qui va consister à développer un petit peu les réseaux ou les techniques de réseau par capillarité, il va rester assez limité. Et comme je le disais tout à l'heure, l'étude prend en compte l'idée qu'il y a des moments où c'est plus intelligent de faire du gaz porté que de tirer des réseaux, et des moments où c'est plus intelligent de ne pas faire de gaz. Donc c'est quand même cette question-là, elle est fondamentale, et on l'intègre. Après, sur la filière industrielle, sur les quelques briques qui sont en interface avec le schéma de réseau, la brique d'épuration, il y a des acteurs mondiaux comme Air Liquide. Alors, je ne sais pas si Air Liquide est français, mais enfin, en tout cas, des acteurs qui sont présents. Quand on visite les sites, on voit le logo. Donc, moi, j'en déduis qu'ils sont présents sur la chaîne. Enfin, j'ai vu sur plusieurs sites agricoles le logo Air Liquide. Donc, je pense qu'il y a des épurateurs Air Liquide. Il n'y a pas que. Il y a des technologies non françaises aussi. Et sur les postes d'injection, donc, qui est la partie qui est gérée par le gestionnaire de réseau, c'est des postes que nous, on fait fabriquer, qu'après on maintient, mais on veille aussi à avoir une visibilité. C'est pour ça qu'on a besoin d'une feuille de route, parce qu'il faut former, enfin en tout cas les sociétés qui vont répondre et qui vont construire ces objets, il faut qu'elles développent leur capacité industrielle. Et si on veut que ça soit fait en France et pas que ça soit importé, il faut qu'on ait une courbe de montée en charge qui soit progressive, avec de la visibilité, parce que les industriels, ils n'investiront pas dans l'outil industriel s'ils n'ont pas une certitude sur le fait qu'on veut aller faire la méthanisation. S'ils se disent méthanisation agricole, c'est juste le dada et dans 5 ans c'est terminé, ils ne vont pas investir dans l'outil. Donc ça, ce consensus sur est-ce qu'on veut faire la méthanisation agricole, est-ce qu'on veut tripler l'objectif, il est aussi important pour que les gens investissent dans des unités de production en France et puissent répondre aux besoins. Un ou deux mots de réaction et de conclusion. Est-ce que je retiens des choses qu'on va très rapidement mettre en œuvre dans la modification de
la note. Laurent nous disait tout à l'heure, parmi les problèmes que j'ai rencontrés, il n'y avait pas que des problèmes administratifs. Vous nous citiez le cas de l'entreprise, donc française, si j'ai bien compris, qui vous a claqué dans les doigts. OK. Maintenant, ma perspective, c'est une perspective de citoyen et qui a sous les yeux le site du ministère, alors qui n'a pas été mis à jour, donc ça donne des choses qui sont assez intéressantes. Et on nous dit, un appel à projet a été lancé par la ministre en 2014 en vue de développer 1500 installations de méthanisation en 3 ans. On était en 2014. Donc il me semble que lorsqu'on a ce type d'ambition et lorsqu'on ne les met pas en œuvre, de fait, in fine, derrière tout ça, on crée toute une série d'écueils, ou en tout cas on ne résout pas les écueils auxquels vont devoir se confronter les porteurs de projets. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'appétit dans le monde agricole pour développer ce type de projet. Et par ailleurs, tout ça interfère également avec la question de la filière, parce que lorsque vous avez ce type d'annonce et lorsque ça n'est pas mis en œuvre, évidemment, et toutes les entreprises dont il est question ne sont pas des entreprises de la taille d'Air Liquide, hein. Donc on a vraiment un souci, me semble-t-il, de bon alignement qui est assez général, mais qui se pose tout particulièrement là dans le domaine des gaz renouvelables. Et donc je pense qu'il faudra qu'on ajoute au moins un bel encadré sur les problématiques de filière. Et donc j'ai bien entendu ce que tu disais, qui évidemment se pose différemment dans le cas de la méthanisation et dans le cas du power to gas. Par ailleurs, il me semble que se pose une question de cohérence dans les différentes briques de base de la loi, parce que là, on a le nez sur les gaz, et c'est pour ça qu'on s'est déplacé ce soir et qu'on a travaillé pendant presque 1 an. Mais se posent quand même des questions de cohérence d'ensemble. Donc moi, il me semble que dans les différentes problématiques qui relèvent des gaz renouvelables, il faut vraiment les relier avec les ambitions dans le cadre de la loi, avec les ambitions en termes de développement de l'économie circulaire. Et je connais très peu de projets d'économie circulaire qui soient aussi bien alignés avec cette problématique que la question des déchets et de la méthanisation. Ça me semble un point important. Et enfin, toute dernière observation, monsieur, par rapport à ce que vous indiquiez sur la thermosensibilité de la France, etc. Moi, je veux bien qu'on enlève tous les convecteurs, etc. et qu'on réduise ce faisant la thermosensibilité. On a quand même un parc nucléaire qui est extrêmement important. Et dans le cadre de la loi, de fait, il est là. Et dans notre collectivité, on ne peut pas de toute façon faire l'économie de prendre en compte cet élément. Et on voit bien à quel point on a des difficultés pour tangenter vers les 50%. Et ces 50%... Oui, avec un parc qui n'évoluera pas de la même manière. Et donc, on a un problème de collectivité. Et évidemment, on ne peut pas se préoccuper d'un côté des écosystèmes agricoles et y attacher toute l'attention qu'on a cherché à attacher ce soir et ne pas se préoccuper également de cette question. Par ailleurs, il me semble, et je parle sous le contrôle des gens qui sont des experts du power to gas, il me semble qu'au-delà de l'hyperpointe tel qu'on en a vécu la semaine dernière, l'intérêt du power to gas, c'est quand même d'avoir des déplacements massifs qui sont des déplacements entre saisons et schématiquement de l'été à l'hiver et qui, me semble-t-il, même avec une hyperpointe qui est un peu réduite, trouveraient encore leur utilité. Voilà.